Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez exceptionnelle, je dois dire. C'était une vidéo, j'avais pensé à la faire depuis le début de cette prépa marathon. Vous savez que la nutrition aujourd'hui, ça prend une part hyper importante des performances sportives, particulièrement en course à pied, en trail. On a vu ces dernières années les performances exploser. Je pense notamment ce qui s'est fait à la Western States l'année dernière, des chronos fabuleux. Bon, Jim, c'était un peu plus normal pour lui, mais on va dire que toute la concurrence derrière pousse très fort maintenant. Et on voit les records un peu partout tomber. Et ça, c'est dû en grande partie à la nutrition. Il y a évidemment aussi l'aspect matériel, les chaussures et puis l'évolution aussi de l'entraînement, évidemment. Mais on ne peut pas nier que la nutrition et les nouvelles méthodes de nutrition sportive ont joué un rôle vraiment très important là-dedans. Donc forcément, c'était un sujet qui était pour moi, à mes yeux, très important dans cette prépa pour le marathon de Paris. À la fois l'entraînement dans le quotidien, dans l'entraînement, mais évidemment aussi la nutrition le jour J, le jour du marathon, comment faire, quoi prendre. Et qui mieux qu'une des grandes références aujourd'hui de la nutrition sportive en France, Valentin Lacroix, pour répondre un petit peu à mes questions. C'est une discussion, vous le verrez, très longue. Vous l'avez sans doute vu à la durée de la vidéo. On a discuté de plein de choses avec Valentin. Il m'a accordé beaucoup de temps. Je le remercie encore une fois en introduction. Et je suis hyper heureux de pouvoir vous offrir cette discussion. C'est un podcast, globalement, un podcast filmé. Donc, si vous voulez vous mettre ça pour aller faire une sortie longue, je pense que ça passera très bien. Et en tout cas, voilà, on aborde plein de choses, à la fois des choses un peu plus du quotidien, également des choses très précises sur quoi faire le jour du marathon. Vous le verrez d'ailleurs, il y a un peu ma stratégie qui va découler de cette vidéo. J'en reparlerai d'ailleurs de ma stratégie avec les produits que je vais utiliser un peu plus tard dans la préparation. En attendant, je vous laisse avec cette discussion très longue. Comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Aussi, allez voir ce que fait Valentin. Vous le verrez, c'est en toute fin de vidéo. On parle un petit peu de ce qu'il fait, lui, dans son quotidien, avec notamment sa plateforme de formation. Et il y a aussi également les liens dans la description pour aller suivre Valentin sur ses différents réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous laisse pour cette discussion très enrichissante. Du coup, Valentin, enchanté, parce que c'est la première fois qu'on se voit, même si personnellement, ça fait quelques temps. Alors, du coup, je te disais en off que je pense que la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était à la Maxi Race cette année. Puis après, en fait, et à la suite de la Maxi Race, parce que même à la Maxi Race, au final, je t'ai vu parce que tu courais assez devant, notamment en début de course. Mais c'est après la Maxi Race, je suis tombé sur un article que tu as fait sur, enfin un post que tu as fait sur LinkedIn. Et là, je me suis dit, putain, le gars. En fait, on venait d'avoir le débat parce que Baptiste avait couru aussi la Maxi Race. Et on avait le débat avec Simon Gosselin. Et putain, j'avais vu ce que tu avais écrit. Et en fait, ça m'avait vraiment percuté. Je m'étais dit, ah putain, c'est cool, quelqu'un qui sort un peu des idées reçues. Et notamment, c'était un truc qui m'avait marqué, c'était ce que tu disais sur les poutres de papa. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Et bref, depuis, j'ai écouté pas mal de choses que tu as fait. Et puis, je suis un peu ce que tu fais, à la fois en tant qu'ultra trailer maintenant, même si tu viens du vélo, et aussi en tant que nutritionniste. Donc, du coup, je suis hyper content qu'on puisse discuter de ça. Moi, donc, le cadre de notre échange, ça reste quand même le fait que je prépare le marathon de Paris qui arrive, je sais pas les dates en tête, mais enfin, au 13 avril, je sais pas dans combien de temps exactement, 2 mois maintenant à peu près. Donc ça arrive vite. Donc ça va être, la discussion va être quand même assez orientée marathon. Malgré tout, on est tous les deux ultra trailers, donc il y aura sans doute un peu des choses qui viendront toucher à ça aussi. Est-ce que déjà, toi aujourd'hui, là je sais que tu es en ce moment, tu as repris un cursus un peu universitaire. T'en es où de la nutrition? Tu pratiques toujours la nutrition, le côté nutritionniste au quotidien? Ouais, effectivement, là, donc, il y a un peu ma carrière, entre guillemets, de trailer, que j'ai commencé, on va dire, un peu cette année à plus haut niveau. Ouais. Donc là, j'espère une bonne année 2025. Ouais. Sur la carrière nutritionniste, là, ça fait 6 ans que je travaille dans le milieu, donc au sein de différentes équipes de France, de différents sports, surtout les sports d'endurance quand même. Et puis là, il y a les Jeux Olympiques qui sont terminés, donc il y a quand même un petit temps mort sur les investissements, sur les demandes, etc. Donc j'en ai profité aussi pour caler aussi ma reprise d'études universitaires, où en fait j'ai un projet de faire un doctorat, donc thèse, où j'aimerais associer de la nutrition avec des aspects plus physiologie, entraînement, enfin vraiment un peu une compréhension plus large de la performance. Et donc là, je suis en stage à Saint-Étienne avec Guillaume Millet,
donc un expert dans le domaine sur la performance en ultra, Ouais, ouais. notamment sur des aspects fatigue qu'on va rediscuter. Lui, il est beaucoup. Enfin, il a le cas d'étude du Thor des géants, notamment, c'est un des Ouais. gros trucs pour lui. Ouais, bah c'est ça, et puis il continue, enfin, avec ses livres, etc. C'est quand même une des références sur ouais, comprendre ce qui se passe sur des efforts d'endurance, surtout d'ultra-endurance, et notamment sur le plan de la fatigue, qui est, je trouve, vraiment une bonne approche parce qu'on se concentre en fait sur les facteurs limitants de la performance. Et sur nos disciplines, que ce soit le marathon ou même l'ultra, bah, en fait, la nutrition, elle va jouer notamment dans ce côté-là aussi. C'est pour ça que ça m'a plu. C'est-à-dire que le potentiel que tu as au départ, eh ben, il va te décliner au fur et à mesure de ta course et il va faire la différence entre deux athlètes du même niveau sur ligne de départ. Donc justement, comprendre ces paramètres, qu'est-ce qui va faire que bah, ton niveau de performance, il décroît. Et ben, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu aller plus loin dans mon approche. Et c'est d'ailleurs un des trucs qui est, je trouve, ultra intéressant en ultra en lien avec la nutrition, c'est que c'est comment la nutrition elle permet que ça se dégrade de moins vite possible, quoi. Ouais. Mais j'imagine que ça doit être gigantesque comme champ d'études. Ouais. Bah, c'est gigantesque, c'est des sujets qui sont assez récents sur le plan de la recherche, ce qu'on appelle la durabilité par exemple. Ouais, voilà. C'est en gros qu'est-ce qui te permet de résister à cette fatigue qui va dans tous les cas te rattraper à un moment. Parce que la fatigue en fait c'est simplement des signaux que ton corps va t'envoyer au niveau des muscles, au niveau du cerveau aussi principalement, pour te faire ralentir, pour se protéger contre des lésions, contre potentiellement des problématiques qui peuvent te mener jusqu'à la mort. Et en fait, c'est simplement un moyen de te protéger de tout ça. Et justement, on va essayer de combler un petit peu toutes ces déperditions. Ça va te permettre de repousser ce seuil où tu peux simplement plus avancer, ou en tout cas moins vite. Et du coup, continuer d'avancer à la vitesse qui va te permettre de perdurer à une même performance, par exemple. Ouais, c'est super intéressant, je pense qu'on pourrait en parler des heures. Du coup, tu mentionnais rapidement les Jeux Olympiques. Du coup, tu bossais pour la Fédération française de cyclisme, si je dis pas de bêtises, pendant les JO, c'est ça? C'est ça. Pendant les Jeux, j'étais avec la Fédération française de cyclisme, donc avec toutes les disciplines. Donc la route, le VTT, la piste et le BMX. Ah oui. Et ouais, donc la fédé de vélo, ça fait 5-6 ans aussi que je les accompagne. Au début, j'ai commencé avec la piste, et puis après, il y a eu un peu la route, du VTT, etc. Et sinon, moi, à l'origine, j'ai commencé à l'INSEP, donc l'Institut national du sport. Et puis après, ce qui m'a permis de rayonner dans différentes fédérations, l'aviron, l'haltérophilie. Enfin, il y avait vraiment un peu un grand écart entre des disciplines complètement différentes. Mais je pense que ça m'a pas mal développé sur la compréhension globale de l'être humain, mais aussi sur toutes les techniques d'entraînement qu'on peut retrouver dans toutes les disciplines. Et je pense que ça m'a aussi challengé sur comprendre aussi l'ultra trail et comment moi je vais réagir par rapport à tout ça. Et c'est aussi pour ça que je cours, je pense, c'est que je me pose plein de questions et j'ai envie d'expérimenter par moi-même, en fait. Et est-ce que tu vois des choses qui sont... Est-ce que tu arrives à faire des liens entre, tu vois, un haltérophile qui... En fait, l'effort, il est purement explosif et voilà. Et un mec comme toi, aujourd'hui, qui court 10, 20 heures demain en montagne. Est-ce que tu vois des liens à faire? Ouais, je pense qu'on parle de plus en plus de musculation, par exemple en course à pied. Il y a forcément des liens. Et puis, leur capacité, que ce soit d'explosivité et de force pure, c'est juste incroyable. Et ils peuvent avoir des... Enfin, nous, dans notre pratique de sportive d'endurance, on peut avoir des liens, ça, c'est sûr. Et plus inversement, je l'ai constaté, c'est que c'est en fait des athlètes qui sont ultra spécifiques à un mouvement, 2 mouvements en l'occurrence. Et tu vois, j'avais un exemple concret, c'est moi j'avais un bureau à l'INSEP en haut d'un escalier, et juste de monter là-haut, en fait, ils arrivaient essoufflés. Donc, condition aérobie, c'était 0. Et en fait, on a travaillé un peu sur ça avec les entraîneurs, et ce qui leur a permis de développer leurs conditions de base, d'être moins fatigués dans le quotidien, et de mieux récupérer entre chaque série en haltéro. Donc en fait, cette condition physique de base, que ce soit pour eux ou pour nous, elle est clé. C'est hyper intéressant parce que presque, moi, quand tu parles de ça, ça me fait directement penser à Jacob Ingebrigtsen, qui est le gars, il fait du 1005 ou il fait du 1005, mais en fait, c'est un des gars qui borde le plus. Et en fait, tu dis, le lien, c'est en fait le même process, quoi, quelque part. Ça. Mais au final, je pense qu'on touche surtout à des aspects santé, où en fait, tu optimises, sans rentrer dans les détails, mais au niveau musculaire, au niveau de ce qu'on appelle les mitochondries, tu développes un réseau qui va te permettre d'utiliser les carburants, de produire plus d'énergie, d'être plus efficace aussi. Et en fait, si tu es aussi plus économe dans ton quotidien, tu gaspilles pas moins d'énergie. En fait, d'accord. Tu as l'énergie disponible pour ton effort. Toi, depuis que tu pratiques, parce que tu es encore relativement jeune, du coup, depuis que tu pratiques, est-ce que déjà tu as déjà observé, parce que la nutrition sportive, enfin en tout cas la nutrition appliquée à l'effort, c'est un truc que je trouve, je sais pas si je dis de bêtises, mais qui a énormément évolué, à la fois que ce soit les tendances, que ce soit les pratiques de manière générale, notamment dans les sports d'endurance, ces quelques dernières années. Est-ce que toi tu as observé ça aussi depuis que tu pratiques et
À quel point ça a un impact aussi sur ton boulot, en fait. Ouais. Bah ouais, carrément. Après, il y a un peu de vitesse quand même. Enfin, moi, j'ai pas mal travaillé dans le vélo, notamment sur route. Et c'est sûr que quand j'ai commencé à m'intéresser au trail, à le pratiquer, ce qu'on parle actuellement en trail, ben, on en parlait déjà dans le vélo à l'époque. Donc c'est sûr Ok. que moi, je voyais un peu les deux aspects. Ouais. Enfin, je me souviens quand j'ai commencé à regarder le trail, c'était un peu les grosses années de Xavier Thévenard, etc. Donc bah, moi, j'adore le personnage et puis tout ce qu'il a construit autour sur son mode de vie, tout ça. Mais concrètement, ce qui se passait pendant l'effort, on est loin de ce qui se fait actuellement. Il y a quasiment, je pense, un facteur x10 entre ce qu'il mangeait lui et ce qui peut se faire au plus haut niveau maintenant. Oh, c'est exceptionnel que tu dises ça parce que on a eu la discussion avec François Daen il y a très récemment. On se dit, putain, le gars, il a fait ses plus grandes performances à une époque où il devait manger, mais s'il mangeait 30 grammes heure sur ses ultras, c'est un truc de fou. Tu dis, mais le gars, s'il avait été optimisé à ce niveau-là à l'époque, oh là là. C'est énorme. Je sais plus c'est les chronos en tête, mais c'était 21h, je crois. Ouais, bah, en tout cas, Xavier, ouais, ça va être autour même moins de 21 heures, hein, je pense, c'est le meilleur temps. Puis, tu vois, en 2017, François, il est 19 heures. Alors, c'est un parcours qui est un peu différent. Ils ne sont pas montés au pyramide calcaire, etc. Mais il fait quand même le tour du Mont Blanc en 19 heures. Et tu te dis, le gars, je ne sais pas ce qu'il bouffe, enfin, les quantités qu'il bouffait, ce serait intéressant de savoir, mais ça devait être ridiculement bas quoi, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Bah, ce qui montre aussi leur gros potentiel, Voilà. simplement. Hein. Ah ouais, Et leur capacité à s'adapter à l'environnement, en fait. ouais, Parce que exactement. bah, tu donnes pas d'énergie à ton corps, il le fait autrement. Et en l'occurrence, la capacité à utiliser un carburant un peu comme les graisses, qui est inépuisable, ça peut être aussi un élément qui est important et qui est clé sur l'ultra-endurance. Sur le marathon, un peu moins, mais... Ouais, voilà. Parce que j'allais dire, l'état de la science, euh, il y a des choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas il y a 10 ans. Et c'est des choses qui. Enfin, si on les sait aujourd'hui, on les saura dans 10 ans. Donc il y a sans doute des choses quand même qu'on fait aujourd'hui qui vont perdurer, non, tu penses? Ouais, bah, après, je pense que ce qui est aussi important, c'est les retours concrets de terrain. Et les athlètes, ils voient la différence entre s'entraîner, entre guillemets, à l'eau Ouais. et s'entraîner avec 60, 90, 120 grammes de glucides. On pourra parler de tous ces dosages, mais il y a l'aspect clair sur la performance, notamment d'endurance, mais je pense que sur des aspects récupération, bah, notamment, je pense que les charges d'entraînement évoluent pas mal aussi. Ouais. T'évoquer sur même des disciplines comme le 1500 mètres, où les athlètes ils courent des 200 km et plus des fois. C'est aussi parce qu'ils ont simplement l'énergie aussi nécessaire Ouais, ouais. pour les encaisser, en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais ouais, c'est hyper intéressant. Donc, toi, quand même, est-ce que tu dirais, pour finir un peu cette partie introductive, que la nutrition sportive, ça reste quand même Est-ce qu'il y a des effets de mode? Est-ce que tu dirais qu'il y a des effets de mode? Clairement. Oui. Bah, je pense que l'industrie, enfin, le marketing qu'il y a autour, il est énorme. Et quand on voit le nombre de marques qui sont en train d'être créées, et les prix, en réalité, le prix, c'est énorme alors que c'est du sucre. Hein. Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais enfin, on peut tous faire 3, 4 fois moins cher avec des produits qu'on a dans nos placards, en fait. Est-ce que tu penses que ce sera de la même qualité? Non, Quasiment. bah, même mieux potentiellement, sur certains aspects en tout cas. Après, il y a l'aspect pratique aussi, parce que quand tu pars faire des heures en montagne, que tu pars avec 4, 5, 6 gels, Ouais. s'il fallait tous les préparer, enfin, avec nos modes de vie, je pense qu'on remplit de plus en plus de plein de choses. On prend simplement pas le temps, mais on pourrait faire avec des choses très simples. En tout cas, j'ai l'impression que ce qui est sûr qu'on pourrait faire de façon facile, c'est la boisson. Mm. Parce que la boisson, mine de rien, ça reste quand même juste un mélange de fructose et de glucose, en l'occurrence. Et il suffit de faire les bons dosages. Et en gros, et je pense que ça reviendrait quand même beaucoup moins cher, quoi. Ouais, et puis je pense qu'on éviterait d'avoir pas mal d'additifs qui sont pas forcément très sains sur le plan de la santé. Ouais. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de marques qui ont pris ce parti pris, et pour autant qui gardent des prix assez élevés, mais qui vont à l'essentiel, en fait, qui apportent des sucres, donc, en l'occurrence plusieurs sucres, et éventuellement un peu de sodium. Mais en gros, les besoins, ils sont là, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Hein. Et ça m'intéresse d'ailleurs, avant de rentrer dans le marathon proprement parler, toi, donc je rappelle, hein, donc là, tu viens de gagner quand même Nice by ITMB le format 110, donc qui t'a permis de te qualifier pour la CCC l'année prochaine. Toi, comment tu t'alimentes, toi? Enfin, à titre personnel, est-ce que tu n'as pas l'impression que ton métier a forcément un impact important et pas forcément que positif sur la manière dont tu t'alimentes? Bah ouais, après, enfin, j'ai aussi fait pas mal de tests. Ouais. Enfin, forcément, au début, quand j'ai commencé la course à pied, comme beaucoup, hein, je suis rentré en hypo. Enfin, je vais pas dire que enfin, les cordonniers sont les plus mal chaussés aussi des fois, mais c'est vrai que plus j'approche de mes compétitions, plus j'essaye de coller au plan de course que je veux mettre en place. Et c'est vrai qu'actuellement, j'arrive sur des formats 100 km à tenir
des apports autour des 100 grammes de glucides par heure sans avoir de soucis digestifs ou d'écœurement ou autre. Donc on est sur une dizaine d'heures de course. Donc est-ce que ça va tenir au-dessus? Pour l'instant, Ouais. je sais pas. Pour l'instant, ça tient et je suis convaincu sur le plan scientifique et sur mes ressentis que c'est cohérent avec ce que je demande à mon corps en fait. Ouais, ça, ouais, c'est super intéressant. Et puis, 100 grammes, on y reviendra sur les dosages, mais c'est vrai que, en tout cas, parmi les gens de ton niveau, ça devient de plus en plus, au moins 90, ça devient un peu la norme, j'ai envie de dire, aujourd'hui, quoi. Bah ouais, et puis c'est sans doute un peu la zone un peu, enfin la cible qu'il faudrait viser. 90, 100 grammes en fonction de, même 80 à 100 grammes si on prend un peu plus large en fonction du gabarit, du sexe, etc. C'est un facteur qui est aussi important, mais il y a aussi une course à, plus je Toujours peux en plus. faire, mieux c'est, et c'est pas forcément le cas. Donc, Ouais, on en parlait en off de David Roche, qui a battu le record de Leadville cette année, qui a gagné Javelin at 100 et qui sera au départ de la Western States. Qui lui, sur des grammages complètement délirants, je crois qu'il était à 140 en moyenne sur son dernier ultra, là, Javelinas, donc pendant 12 heures. 140 grammes, on est quand même sur des trucs assez hallucinants, quoi. ouais. Bah déjà, c'est pas donné à tout le monde de le digérer. Ouais. Après, il faut savoir que dans les études scientifiques, il y a quelques études où ils montent jusqu'à 145 grammes à peu près. Mais pour autant, il n'y a pas d'effet prouvé sur la performance. En Ok. gros, l'effet sur des efforts d'endurance, ultra-endurance, il est à partir de 80 grammes. Enfin, un peu le plafond. Au-dessus, il n'y a pas d'effet supplémentaire sur la perf. Et après, c'est plus des suppositions avec quelques sujets d'études qui sont sur la récupération, les dommages musculaires, Ouais. l'aspect cognitif, etc. Et ce qu'on sait aussi, c'est que dès qu'on va arriver à 100, 120 grammes par heure, on va aussi orienter le métabolisme vers la combustion de ces sucres. Et étant donné qu'on a un réservoir qui n'est pas inépuisable, est-ce que les tourner sur des grammages aussi hauts, ça ne force pas un petit peu à vider plus vite aussi ce réservoir? Ouais, c'est intéressant. Donc c'est des questions à se poser. Donc c'est pour ça que je pense qu'arriver à 90-100 grammes, c'est pour l'instant un plafond. J'ai des hypothèses personnellement sur au bout de 5, 6, 7, 8 heures de course. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à aller plus haut pour un peu compenser un peu cet effet de la fatigue, des déplétions un petit peu de nos réserves énergétiques? Mais pour l'instant, il n'y a rien d'évident sur la performance en tout cas, sur des efforts comme ça. Avant de rentrer, j'ai encore une question, je suis désolé, mais avant de rentrer dans le marathon, parce que ça va être quand même des problématiques, je pense, qui sont assez différentes. Est-ce que tu dirais, là, quand je parle de toi, quand je parle de David Roche, quand on parle un peu de tous ces athlètes-là, globalement, vous êtes des athlètes de haut niveau, et là, tu parlais d'un peu ce sweet spot, un peu de 90-100 grammes, est-ce que ça concerne tout le monde, ou est-ce que des athlètes plus lents, comme moi, ou comme encore plus lents, est-ce que ça aussi a un intérêt? Bah, je pense qu'il faut aussi raisonner en fonction du temps de course, pas en fonction de la distance. Ouais, exactement. Sur le marathon, c'est vrai, mais sur ultra, c'est vrai. Il y a quasiment, même sur ultra, entre les premiers et derniers, il y a moins un facteur 2. Ouais. C'est pas du tout les mêmes efforts, c'est pas les mêmes filières énergétiques, et c'est pas aussi les mêmes besoins, enfin les mêmes impacts, notamment sur l'intestin. Ouais. Parce que manger 100 grammes pendant 40 heures, je pense qu'il faut être costaud, hein. C'est clair. Et ils vont moins vite aussi. Donc, Ah oui. même si relativement à leur niveau, peut-être que ça s'équivaut un petit peu, et encore, je suis pas certain. Ouais. Je pense que non. Cette plage des 90-100 grammes, elle est réservée vraiment au moins à la première moitié du peloton. Et en dessous, moi, je suis plutôt souvent sur des apports à conseiller autour des 60 grammes. Ouais, Aussi parce que c'est des athlètes qui s'entraînent moins, qui sont moins capables d'entraîner leur intestin aussi. Donc, tout à fait. faut mieux en fait se dire, je vais me faire mes 60 grammes sur toute la course, que se dire, je vais partir à 90 grammes et au bout de 10 heures, il n'y a plus rien qui passe. Ouais, c'est sûr. Donc, il y a vraiment ce côté pratique en ultra, en fait, qui est important. C'est que il faut que ça dure jusqu'à la fin. Et faut pas oublier que la majeure partie des abandons, c'est les troubles digestifs. Donc, Ouais. faut pas essayer de faire comme les autres et comme les champions. Faut aussi faire comme on ressent nous et comme on est capable de le faire, en fait. En fait, ça c'est important, je pense, ce que tu dis là, de garder quand même un esprit critique sur ce qu'on fait, parce que oui, bah, moi le premier, hein. Enfin, moi je suis complètement là-dedans, de me dire, justement, je vois mes potes qui eux sont assez de haut niveau et qui font ça, 90, 100, donc j'ai envie de faire pareil, mais est-ce que ça a du sens? Et tu vois, typiquement sur la TDS, un exemple concret, donc au bout du centième après à Aucluse, j'étais vraiment en PLS complet et j'avançais plus du tout, et je me suis même demandé à quel point, tellement j'avançais pas, tu vois, j'avais des dépenses énergétiques, tellement j'avançais pas, tu vois. Et donc je me suis dit, mais est-ce que ça a un intérêt que je mange alors que, objectivement, je suis arrêté au bord du sentier, tu vois. Ouais. Et c'est toujours, je trouve, vachement difficile de prendre du recul là-dessus. Ouais. Bah ouais, c'est pas évident. Après, faut pas oublier que, même dans ton quotidien, tu vas manger des féculents, même si tu fais une journée de repos. Ouais. Donc, tu as quand même un besoin de base pour ton cerveau, pour plein d'aspects. Donc, faut quand même compter sur ça. Et après, ce que j'ai bien aimé, notamment, c'est sur l'UTMB cette année, du coup, en 2024, Ouais.
avec le ravito de Vincent Bouillard, c'est qu'en fait, il avait un panel de choix assez large. Et je pense que lui, il avait son plan plutôt, je pense, sur des aspects quantitatifs. Et après, il faisait en fonction de ce qu'il avait envie. Et je pense que c'est un des leviers qui est intéressant, c'est que tu vas forcément avoir des surprises au bout de 10-15 heures de course, voire plus, en fonction de tes envies, de tes goûts, de ce qui passe. Et en fait, avoir une boîte à outils la plus large possible, que tu as testé l'entraînement, je pense que c'est la meilleure des solutions, en fait. Et Construire ton ravito. du coup, c'est-à-dire que tu arrives au ravito et en fait, tu sais que quelle que soit la boîte que tu vas prendre, tu auras les mêmes apports. Par contre, tu as différents choix, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a ça, et puis je pense que éventuellement, et plus les efforts sont longs, il faut aussi pas oublier le côté plaisir. Ouais, sûr. Mais moi, je ne l'inclurai pas au plan. C'est-à-dire pas dans mes apports. C'est-à-dire si j'arrive à manger des trucs en plus, bah, toujours ça de prix. Et en plus, si ça m'a fait du bien, bah, c'est que du bonus. Ouais. Mais putain, mais il va falloir qu'on refasse une discussion avant. Donc là, je fais le marathon de Paris, et puis après, je bascule sur Andorre, pour le coup. Je suis en format 105, là, ouais, 100K. Enfin, qui est un format 100 miles, en fait, pour essayer de me qualifier pour l'UTMB l'année prochaine. Ouais. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on ait une nouvelle discussion plus approfondie sur Peut-être que ce sujet-là. Mais on va parler un peu de marathon aujourd'hui, principalement parce que bah, ça reste quand même l'objectif principal là, de mon début de saison. Déjà, comment tu vois la distance? Toi, tu disais que tu travaillais quand même beaucoup, tu as travaillé beaucoup dans le vélo. Quelque part, est-ce que le marathon, c'est pas un effort qui se rapproche plus d'une étape en vélo, plus que d'un ultra, tu vois? Ouais, après, ce qui y ressemble bien, et qui j'ai travaillé aussi, c'est le ski de fond. Ah oui? Enfin, sur le 50 km, ça y ressemble pas mal. Bon, après, il y a forcément les chocs de la course à pied sur le plan digestif. Un marathon, c'est quand même pas simple, je pense. Tu vas peut-être me confirmer, mais Ouais. Bon, après, ouais, sans doute que, en tout cas, c'est sûr que ça a un énorme impact, je pense, pour. Et puis la vitesse à laquelle on court fait que bah, c'est plus dur de se nourrir, tout simplement. ouais, c'est sûr. Donc, ouais, pour moi, le marathon, déjà, c'est une discipline qui est hyper standardisée dans le sens où, globalement, chaque pas, il va être le même, en fait. Ouais. Et même au niveau de tes ravitaux, c'est beaucoup plus simple. Alors que sur Ultra, tu peux avoir un ravito au bout de 2 heures, puis au bout de 5 heures, tu as une part d'autonomie, il faut gérer, il y a la montée, la descente, du plat. Alors que le marathon, globalement, c'est linéaire. Donc, c'est quand même plus simple de caler un petit peu tes apports. Même si le côté logistique, porter les choses sur toi, t'as pas ton sac. Ouais. Donc, il y a ça aussi à gérer. L'hydratation, aussi en fonction des conditions, même si souvent les marathons sont plus autour de l'hiver. Théoriquement, il fait moins chaud, mais bon, ça peut arriver, hein, selon les endroits où tu vas, et puis aussi l'évolution des conditions météo. Mais ouais, c'est un effort qui est hyper intéressant parce que tu es quand même sur plein de seuils, qu'ils soient physio ou sur le plan énergétique, au niveau de tes capacités énergétiques en termes de réserve de calories, par exemple. Ouais. Donc, c'est un effort qui est pas facile à gérer, je pense. Et du coup, sur les apports, c'est aussi ouais, être sur le fil, pour notamment, bah, même si ce mur du marathon, c'est un peu un mythe et qui est construit quand même en partie sur les stocks de glycogène, potentiellement seraient déplétés à 100%, enfin, ou presque 100%, autour du 30e. C'est aussi une réalité, c'est-à-dire que si tu pars à jeun, si tu pars sans apport, bah, tu auras dans ces eaux-là, autour du 30e, un coup de moins bien, qui serait une hypoglycémie. Forcément. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas pour quelqu'un qui va courir le marathon comme moi, je le vise autour de 2h30, c'est que théoriquement, enfin, demain, je pars courir 2h30, je peux partir sans eau, sans manger, tu vois. Ouais. Parce que j'ai quand même des stocks, on a tous des stocks avant de produire un effort qui sont quand même relativement conséquents. Et d'ailleurs, je pense que, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais sur Ultra, c'est pas forcément les 2 premières heures qui sont les plus importantes, là où on se nourrit, c'est plutôt sur la fin de course. Ouais, c'est ça. Donc, moi, ça a été un peu ma première approche quand j'ai pensé au marathon et à comment me nourrir sur marathon. Jusqu'à présent, je me suis toujours assez mal nourri finalement sur marathon. Parce que, encore une fois, sur toutes les problématiques que tu expliquais, notamment comment tu portes, enfin voilà, plein de choses comme ça. Est-ce que ça aurait du sens de presque se dire, bah, en fait, on se nourrit pas? Pour moi, il y aurait forcément de la fatigue qui va prendre le dessus sur la fin de la course. En gros, et notamment à cause de l'allure marathon et de la tienne, c'est sûr que si on a un athlète qui va faire 4 ou 5 heures ou plus, c'est pas la même question. Mais toi, à l'allure où t'es, tu me dis si je me trompe, mais tu es globalement entre le premier et le second seuil. Ouais, exactement. Donc, sur des allures où tu as quand même une accumulation de certains déchets, tu as aussi potentiellement une oxydation des sucres qui est plus importante. Et notamment au niveau de ces sucres, on sait que tu as à peu près un réservoir, si tu pars à plein, qui va être de 3000-3500 calories. Ok. Et on va dire que dès que tu arrives à peu près à plus qu'un tiers de ton réservoir, déjà, ton cerveau, tes muscles, ils commencent à sonner un peu la sonnette d'alarme et du coup à te faire ralentir. Donc on va dire que tu as au moins 2000-2500 calories d'autonomie. D'accord.
sur ces allures-là, je sais pas si tu as déjà un petit peu regardé, même si c'est que les indicateurs, mais tu es au moins à 1200 calories par heure de dépensée. Ah oui, Donc en fait, tu es pile sur ce seuil où les derniers kilomètres. ah oui. Les Comment 30 tu dernières minutes, ça serait dur, quoi. Ouais. Ah ouais, ok, c'est intéressant. Ok. Donc il y a déjà cet aspect où en fait c'est un facteur limitant. Si tu t'alimentes pas et que tu pars pas avec un réservoir plein, ben, forcément tu vas fatiguer sur la fin de course. Ok. Donc c'est trouver le bon ratio pour apporter l'énergie et justement pas finir avec un réservoir vide. Et après, il faut pas négliger aussi les aspects cognitifs où en fait maintenir ta glycémie notamment qui est plus en lien avec un réservoir de glycogène qu'on a dans le foie, Ok. moins dans les muscles. Mais maintenir ta glycémie, ça va irriguer ton cerveau et ton cerveau, c'est ce qu'on appelle le grand gouverneur central. Donc si lui, il n'est pas irrigué, il va tirer le frein à main. Et même si tes muscles ils sont bien, il va tirer le frein. Ouais, parce alors je sais plus qui m'avait parlé de ça, mais le seul fait d'avoir une boisson sucrée dans la bouche, même si tu l'avales pas, ça suffit en fait à stimuler certaines choses pour donner plus d'énergie à ton corps, en fait. C'est ça. C'est ça. Après, c'est les études qui ont fait ça. En fait, ils ont étudié ça dans une situation où tes muscles, justement, étaient vides. Ok. Donc, dans une situation de fatigue, de se rincer la bouche, mais c'est exactement le cas avec la caféine, on peut en discuter, mais ça vient activer des récepteurs au niveau de ta bouche et du coup au niveau cérébral qui vont un peu masquer la fatigue. Mais ça marche qu'un temps. Donc, derrière, il faut t'alimenter. Déjà, l'option de ne pas s'alimenter, bon, je partais pas là-dessus, mais c'est déjà quelque chose que je peux mettre de côté. Maintenant, donc, on va s'alimenter, je vais m'alimenter. Tu parlais tout à l'heure de ce sweet spot un peu sur Ultra 90-100. Est-ce que tu penses qu'on pourrait l'appliquer sur marathon? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup que personnellement, j'essaie d'atteindre ça? Ouais, moi, sur tes temps, et même finalement, j'ai jamais travaillé avec des athlètes qui jouent vraiment devant sur le marathon, mais la plage 60 à 90 grammes, pour moi, elle est suffisante. Il y a des études, tu vois, ils ont essayé de modéliser chez les hommes et chez les femmes pour battre le record du monde, Ok. ce que ça a nécessité en termes de dépenses énergétiques, Ok. et du coup, par rapport au stock qu'on peut avoir dans notre corps, en gros, l'apport nécessaire pour battre les records du monde. Et du coup, ils ont montré qu'en gros, les hommes, c'était à peu près une centaine de grammes, et les femmes, c'était un peu plus, c'était 110, 115 grammes. Ah ouais, j'aurais pensé, Ouais. ça sans contre-intuitif, j'aurais pensé Ouais. l'inverse. Bah, en fait, c'est simplement parce qu'elles ont une masse musculaire moins importante, donc du coup, moins de stockage. Ok. C'est principalement pour ça. D'ailleurs, je crois que Eliud Kipchoge, sur le projet Breaking 2, il est autour de 100 ou un peu plus maintenant. Ouais, c'est ça. Après, encore une fois, au-dessus de 90, pour l'instant, on n'a pas de véritable preuve. Et ouais, comme je l'évoquais aussi, c'est que dès que tu vas dépasser ce 90 grammes, potentiellement, plus tu vas te rapprocher des 120 grammes, plus tu vas orienter ton métabolisme vers les glucides. Ouais. Je pense que sur le marathon, ça peut être intéressant parce que d'une certaine manière, ça te rend aussi plus économe parce qu'on sait que c'est plus facile d'utiliser sur le plan métabolique les sucres que les graisses. Donc je pense que c'est intéressant parce qu'au final, ton effort, il dure que 2 heures, 2h30. Ouais, Encore une fois, c'est lié à ton chrono, Oui. pas à celui qui va faire Voilà. 3 à 4, 5 heures. tout à fait. Sur Ultra, encore une fois, c'est autre chose. Mais sur marathon, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on n'a pas un intérêt à aller essayer de forcer un petit peu le corps à utiliser les sucres justement pour être vraiment sur un carburant ultra performant en fait. Ouais, parce que j'entendais dans un podcast récemment qu'il y avait un peu ce côté, on a une cible, il y a deux cibles et on a une fléchette. Et qu'il y a un peu l'aspect, justement, brûler des graisses, brûler des sucres, et que on peut pas tout actionner, quoi. Ouais. Donc, toi, t'aurais tendance à te dire quand même pour un profil comme moi, tu vois, typiquement sur Ultra, j'ai essayé de viser 70 grammes. Typiquement, ça a été mon objectif pour la TDS, que j'ai pas du tout réussi à tenir, mais pour plein de raisons. Mais en tout cas, donc ça vaudrait le coup, tu penses, que j'aille presque, en tout cas, à l'entraînement, essayer d'aller sur 90 et voir si ça passe, quoi. Ouais, je pense que c'est cohérent. Ok. Ouais, 2h30, c'est quand même des allures, enfin tu consommes. Hein. ouais, c'est sûr. Ouais, C'est sûr. faut pas le négliger, même si c'est sans doute moins que ce que tu vas aller chercher sur certaines séances. C'est quand même sur 2h30. Hein. Tout à fait. Donc le ratio intensité-durée, il est quand même costaud. Ouais. Et donc, j'ai un peu ma cible en tête maintenant. Comment, on parle beaucoup de gut training, comment s'entraîner toi, tu as si tu devais me conseiller là-dessus, comment je m'entraîne à ça? Est-ce que déjà ça vaut le coup de s'alimenter sur toutes les sorties, quelles qu'elles soient, en termes d'intensité, en termes de longueur? Est-ce que ça vaut le coup de cibler un peu les séances clés? Et tu vois, concrètement, comment faire, quoi? Ouais, bah, c'est une bonne question. C'est des choses qui sont assez récentes aussi dans la nutrition. Et donc, du coup, comment entraîner cet intestin et cet estomac? C'est vraiment deux organes différents et qu'il faut entraîner potentiellement de deux manières différentes. Ouais, c'est intéressant. Mais ça se joue déjà dans le quotidien, où déjà, si tu as un transit déréglé, faut bosser sur ça. Donc, sur le quotidien, sur prévenir un peu tout ce qui va être agressif pour l'intestin, donc la déshydratation, le fait de t'entraîner sans sucre quasiment tout le temps.
tout ce qui est prise d'anti-inflammatoires, antibiotiques trop régulière et peut-être inappropriée. Donc ça, c'est plus sur le côté médical. Et puis après, c'est aussi prendre soin de ta flore intestinale. Donc globalement, c'est avoir quand même suffisamment d'apport en fibres. Ouais. Qu'en fruits, en légumes, on oublie aussi souvent tout ce qui va être légumineuse, lentilles, les pois chiches, etc. Donc c'est déjà un point important. Donc c'est marrant parce que ce que tu parles de ça, c'est que finalement mon alimentation quotidienne, elle va avoir quand même un impact sur le jour de ma performance. Tu vois. Ouais. Tout est lié, quoi. Ben, et même peut-être plus, parce qu'elle va te permettre potentiellement d'avoir une préparation beaucoup plus consistante, Ouais. dans le sens où tu auras peut-être moins de trous d'air, moins de moments où tu vas tomber malade, te blesser, te fatiguer, avoir des perturbations du sommeil, de l'humeur, etc. Et sur le long terme, c'est ça qui fait la différence. Ah, c'est intéressant parce que bon, il y a plein de gens qui me questionnent, tu vois. Et évidemment, je partage un peu ce que je fais et ce que je prends. Et on y reviendra, mais en ce moment, je prends une marque en particulier beaucoup. Et tu vois, donc j'ai plein de questions sur ça. Et c'est vrai que j'ai pas le réflexe de me dire. Et des gens ciblent souvent le côté le jour J, qu'est-ce que je fais, combien je dois prendre. De plus en plus, les gens pensent à se dire, OK, il faut que je m'entraîne à l'entraînement, à m'entraîner à manger, etc. Mais en fait, cet aspect quotidien, il rentre jamais en ligne de compte. C'est pareil, j'ai entendu, tu me corrigeras peut-être, mais le fait de manger beaucoup de glucides au quotidien, que ce soit des féculents, etc., ça aide aussi à être capable d'accumuler, enfin, de consommer beaucoup de glucides à l'effort. Bah, c'est une forme d'entraînement. La forme la plus simple d'entraînement digestif, c'est de faire un gros repas, plutôt que ces féculents, et d'aller courir juste derrière. Alors, c'est pas donné à tout le monde, hein, mais tu te fais prends un gros petit déjeuner, un peu ce que tu pourrais faire éventuellement en cours si tu es familier à faire un repas avant, et tu pars t'entraîner. Direct, ouais. Ah, moi, je sais que des fois, le matin, quand je fais des longues sorties, je veux partir un peu tôt, je me réveille, je peux me faire un gros bol de compote avec des cornflakes pour vraiment concentrer aussi l'apport avec des produits plus transformés. Ouais. Et je pars, je mange ça, je suis déjà habillé, je mange ça et je pars Ah ouais. 5 minutes après. Et pour me forcer à m'entraîner sur la digestion. Parce que c'est intéressant. pendant l'effort, si on est à 100 grammes de glucides, c'est aussi une forme de digestion. Ouais. Donc si tu n'es pas capable de le faire, déjà dans des conditions d'entraînement d'endurance, etc., tu ne seras pas capable de le faire le jour J. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Ouais, ça c'est super intéressant, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire, mais du coup je trouve ça vraiment intéressant et ça rejoint une question que je te poserai tout à l'heure sur comment prendre les glucides à l'effort aussi, parce que je pense que tu as aussi dit pas mal de choses qui m'intéressent à ce point de vue-là, mais en tout cas donc il y a quand même tout cet aspect quotidien, on va dire, qui va jouer quand même déjà qui est une part de l'entraînement finalement, à la nutrition, et après sur la partie purement entraînement, aujourd'hui personnellement je suis du genre à quasiment toujours m'alimenter à l'effort. Même sur des petites prises quand je fais des efforts pas longs ou peu intenses. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qu'il faut faire, tu vois, parce qu'il y a eu pendant tout un temps ce mythe de l'entraînement à jeun, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on y est revenu de ça. Est-ce que tu peux faire un petit bilan de où on en est? Ouais. Où on en est, je pense qu'après avoir fait un peu les deux extrêmes de la carte, on est un peu tombé au milieu. Ouais. Où l'idée, en fait, maintenant c'est de ce qu'on appelle périodiser les apports. C'est-à-dire que souvent, ce qui est pris en exemple, c'est le feu tricolore, où tu as le rouge, l'orange et le vert. Et en gros, en fonction de la charge que tu vas avoir, tu vas augmenter ou réduire tes apports. Et aller, bien sûr, travailler sur la quantité que tu vas manger sur les repas, mais aussi à l'effort. Et aller chercher des fois des produits plus concentrés. À l'image de se dire, quand je m'entraîne moins, je vais aller sur la qualité. Par exemple, si je vais m'entraîner, je vais plutôt manger une banane, une compote, je vais manger des dattes. Et par contre, quand je vais vraiment charger, je vais mettre de la boisson à 60-80 grammes dans ma gourde et je vais prendre des gels, par exemple. Ouais. C'est vraiment essayer de se dire un peu une logique tout ou rien, en fait. Ouais. Mais le rien n'est pas zéro non plus. On se dit, il y a quand même un apport minimum qui est nécessaire, et finalement plus pour des aspects santé et récupération. D'accord. Ce que j'évoquais sur la sphère intestinale, qui est un élément protecteur, finalement, cet apport en glucides. Ok. Parce qu'on va venir nourrir notamment le système immunitaire. Nourrir, c'est pas le terme, mais en tout cas, on va le protéger sur certains aspects, sur le plan hormonal. Et on va, sur le long terme, éviter justement cet aspect inflammatoire, etc., prenne de la place. Qui viennent un peu faire comme des braises, faire un terrain qui va être propice à la moindre étincelle que tout s'enflamme. Ok. L'étincelle, ça peut être une grosse charge, ça peut être un moment de stress, ça peut être un manque de sommeil, ça peut être une infection que t'attrapes, qui fait que sur un point faible, tu vas développer une blessure, une maladie, c'est super une fatigue. intéressant. Et du coup, ça me fait penser à ces cyclistes qui arrivent sur des grandes épreuves, le Tour de France, ultra affûtés, un peu sur la limite. Et en fait, la problématique de ça, c'est que en fait, on est très fragile, quoi. Ouais. Je pense que l'aspect immunitaire, c'est peut-être le plus gros point faible du sportif. Ouais. Parce que, encore une fois, c'est tous ces moments où tu tombes malade, où tu ne vas pas t'entraîner, et du coup, ta progression, elle stagne, voire elle diminue.
Donc c'est un point qui est vraiment crucial et ça peut bien sûr être en lien avec le pourcentage de masse grasse. Et donc du coup, tout de suite, on peut se dire, si je mange moins, je vais perdre du poids. Mais on se rend compte que c'est plutôt l'inverse à l'effort. Parce que même si le sportif d'endurance est un peu protégé par rapport à ça, finir toutes tes séances en hypo ou pas loin, derrière, c'est l'effet boomerang, où tu manges beaucoup plus que prévu. Et tous ces processus un peu yo-yo, ils vont faire que sur le long terme, tu perds pas de poids, voire t'en prends, et si t'en prends, c'est plutôt du gras. Donc, ouais. Ouais, c'est vraiment contre-intuitif. Vraiment, mais c'est pour ça aussi que je pense que c'est dur et qu'il y a. Enfin, je dis on parce que je pense que j'ai été à un moment dans ce cas de figure, mais un peu obsédé par ça. Et c'est ultra contre-intuitif de se dire bah, je vais pas manger, mais en fait, ça va être pire et je vais être. Tu vois, et je vais être. Contre-intuitif, au final, pas tant, parce que tu te dis où est-ce que je dépense le plus d'énergie. C'est vrai, C'est à l'effort. c'est vrai. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? C'est-à-dire, je devrais m'alimenter suffisamment juste avant pour avoir de l'énergie. Et si mon entraînement est très intense ou très long, ce que j'ai mangé avant va pas suffire, donc je vais m'alimenter aussi. Donc, Ouais. donc c'est sûr que ça vaut le coup de s'alimenter à l'entraînement dans tous les cas. Et ça vaut le coup, j'imagine aussi, sur des séances un peu, soit des séances longues, soit des séances intenses, soit des séances clés, un peu qui ressembleront à ce que je ferai sur le jour du marathon, Ouais. de pour le coup essayer de m'alimenter de la même manière que je vais m'alimenter le jour du marathon. Ouais, exactement. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Tu vois, si tu vises les 90 grammes, souvent, ça dépend de l'intestin de chacun, mais en gros, se fixer un peu des paliers d'une vingtaine de grammes de glucides, un incrément chaque fois de 20 grammes, toutes les 2 semaines, c'est pas mal. Donc si tu pars de zéro, il te faut au moins 4 ou 5 semaines pour arriver à bien digérer tout ça en se disant, je fixe au moins 2 à 3 séances par semaine, ça va être pas mal. Ok, super intéressant. Tout à l'heure, tu parlais justement de quand même me concentrer sur les sucres. Enfin, ça n'a, j'allais dire, ça n'a évidemment aucun intérêt sur un marathon d'espérer consommer autre chose que du glucide. Mis à part si t'es sur un régime cétogène, par exemple, qui est uniquement, en grande partie composé de graisse, et du coup, ton corps switch vers ce carburant-là. Déjà, tout ce qui est fibres, tout ce qui est protéines, tout ce qui est lipides, c'est aussi beaucoup plus dur à digérer. Ouais. Donc déjà, c'est encore en plus en course à pied, c'est un facteur dangereux, on va dire. Mais surtout, c'est pas des choses qui sont efficaces. C'est-à-dire que tu utilises des protéines à l'effort si tu es sur une voie de secours, c'est-à-dire que tu es en hypoglycémie, et tu utilises des graisses, tu as déjà un carburant qui est là, en toi, en fait, avec ton tissu adipeux, avec les réserves que tu as aussi dans les muscles. Donc finalement, pourquoi en remettre, mis à part prendre le risque d'avoir des troubles digestifs? En tout cas, moi, je suis pas forcément dans cette idée de rajouter ces substrats-là, alors que finalement, le principal carburant et le principal réservoir qui va se vider vite, et qui pour autant est important pour ta perte, c'est les glucides, en fait. Ouais, donc en fait, moi, c'est vrai que c'est un des trucs que je trouve que je connaissais pas et que je trouve hyper intéressant dans ton approche, c'est que en fait, la nutrition, faut quand même essayer d'aller à l'essentiel. Enfin, faut faire des choses simples, quoi. Sinon, Ouais. ça sert à rien de vouloir se casser la tête à faire des trucs ultra complexes, quoi. Oui, globalement, tu as tout dit. Enfin, aller vers le plus simple, c'est avant tout apporter de l'énergie et apporter aussi suffisamment de liquide. Parce que sur 2 heures et demie, Oui, c'est vrai. toi, c'est un point qui est hyper important. Même si les conditions sont tempérées, on voit qu'au-delà de 15 degrés, déjà tes performances commencent en 15 degrés en température ambiante, tes performances peuvent commencer à décroître. Ok. Et notamment sur un effort comme ça où tu vas assez peu t'hydrater. Enfin, je sais pas ce que tes dernières expériences, mais si tu as bu 500 millilitres sur un marathon, c'est peut-être le max. Ouais, c'était sans doute le max. Et c'est vrai que la partie hydratation, je trouve que c'est hyper intéressant que tu l'abordes parce que on est toujours tenté de se dire, enfin, est-ce que j'aurai soif pendant 2h30? Je suis pas sûr. Est-ce que j'en ai besoin? Visiblement, oui. Tu vois, c'est intéressant parce que quand tu regardes ce qui se fait au plus haut niveau, si tu pèses par exemple les meilleurs marathoniens avant et après la course, il y en a qui vont avoir jusqu'à 8-10% de déshydratation. Ah ouais, c'est énorme. Donc c'est énorme. Ils sont quand même performants parce qu'ils sont devant. Donc on peut toujours se dire s'ils buvaient, est-ce qu'ils seraient meilleurs? Ouais. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, tu peux performer en étant déshydraté. Parce que notamment en course à pied, ça va améliorer, tu vas perdre du poids en fait. Donc tu vas aussi avoir une meilleure économie de course. Et c'est un ratio bénéfice-risque. Tu vas gagner en économie de course, mais peut-être que tu vas avoir une perception de l'effort qui va être plus importante. S'il fait chaud, tu vas avoir une thermorégulation qui va dériver et potentiellement tu vas arriver dans un état de surchauffe qui va aussi être dommageable. Donc en fait, ça dépend de plein de paramètres. Ouais. Et dans tous les cas, ce qu'on sait aussi, c'est que dès que tu es déshydraté, tu as des difficultés à digérer. D'accord. Donc en fait, il faut prendre ça en compte. Il faut te dire que sur marathon, tu vas finir déshydraté. Après, jusqu'à où tu tolères ce niveau de déshydratation, ça, je pense qu'il faut peut-être aussi le tester. Parce que ça, c'était une de mes questions. Est-ce que toi, tu considères que... Parce que je trouve que par la boisson, c'est très facile d'ingérer des grosses quantités de glucides. En tout cas, quand on parle de trail et d'ultra.
Sans doute, c'est beaucoup plus compliqué sur marathon parce qu'on court vite et donc, ne serait-ce que boire, c'est plus compliqué déjà. Mm. Euh, Toi, tu dirais que sur un marathon, ça a plus d'intérêt, donc enfin, il faut boire, visiblement, c'est acquis. Mais malgré tout, boire le minimum possible et prendre le reste via des gels qui sont plus simples à ingérer. Toi, tu verrais comment la stratégie? Ben, déjà, sur la capacité d'assimilation des sucres et ce qu'on appelle l'oxydation, Ouais, t'as pas de différence que d'accord. tu prennes une barre, un gel ou une boisson. Ah, c'est intéressant. Ok. Donc en gros, tant que tu apportes, en tout cas à calories égales, c'est similaire. Ok. Après, il y a ce facteur hydratation. Est-ce que prendre sous forme de boisson, ça te permet de t'hydrater plus? Si c'est nécessaire, bah, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ouais. Il y a aussi, bah, si tu veux prendre que des gels, où est-ce que tu trouves ton eau? Est-ce que tu le transportes sur toi? Est-ce que tu comptes sur les ravitaux? Compter sur les ravitaux, c'est peut-être pas toujours le meilleur truc. Surtout si tu es un peu dans un peloton, on va dire, enfin, simplement sur le côté pratique, encore une fois. Hein. Aller choper un verre d'eau, une bouteille, c'est peut-être compliqué. Boire à l'effort, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est bête aussi, mais il faut aussi s'entraîner à boire à l'effort. Enfin, tu vois, je pense sur le marathon, il y a beaucoup de gens qui vont s'entraîner sur des séances de 45 minutes à 1h30. Et souvent, ils se disent, bah, je prends rien avec moi. Mais finalement, le premier entraînement digestif, entre guillemets, c'est avant tout de s'entraîner à faire quelque chose pendant l'effort, à ouvrir un gel, à prendre une barre, à boire, par exemple, qui est pas forcément évident. Hein. Et c'est marrant parce que moi, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que, alors, je m'alimente sur mes séances de plus en plus et avec des quantités de plus en plus importantes. Par contre, j'ai toujours ce réflexe de m'alimenter sur les phases de repos. Or, ça n'a pas de sens, tu vois. Parce Ouais, si, que ouais. ça quand même, non, c'est un intérêt, je veux dire, c'est un intérêt en termes de performance, en termes de tout ce qu'on a discuté tout à l'heure Ouais. sur le long terme, la vision de long terme et tout ça. Par contre, sur l'entraînement pur de m'alimenter pour le marathon, Ouais. il y aurait plus d'intérêt que je m'alimente sur les phases d'intensité plutôt que de récupération. C'est sûr. Bah après, je pense que quand tu es sur piste, forcément, Oui, voilà. la durée des intervalles fait que t'alimenter ou boire à ce moment-là, c'est plus Ouais. limité. Si tu veux tenir tes chronos. Après, là, c'est le coach qui va pas être content. Mais c'est sûr, quand tu fais des séances un peu clés, type marathon, des longs intervalles, je pense que c'est vraiment là où c'est intéressant de t'entraîner, mais même, c'est tout bête, mais courir avec une flasque à la main, bah, en termes de biomécanique de course, ça peut changer un petit peu. Donc, faut s'y habituer aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. Moi, du coup, on est acté sur le fait que je vais boire. Ça ne fera pas de différence. Est-ce que tu dirais que c'est un intérêt que au-delà de 500 minutes, ça n'a pas vraiment d'intérêt, dans sans doute sur 2h30? Ouais, tu parles sur marathon, on Pareil parle sur le marathon. Ouais. Ben, encore une fois, ça va dépendre des conditions du jour J. Ouais. Mais tu vois, Paris, c'est très la ville. Ouais. C'est souvent quand même. Donc, c'est un marathon de printemps, mais début de printemps, où il fait rarement très chaud. Tu vois, on va dire sur des conditions comme ça, qui vont être sans doute un peu en dessous de 15 degrés, je pense, ou autour de 15 degrés. Toi, tu vois la chose comment? Non, moi, je pense que c'est cohérent parce que ça peut être à peu près l'équivalent de boire une ou deux gorgées d'eau après chaque gel. Ouais, Donc, tu vas partir sur 5-6 gels. ouais. Donc, au final, tu vois, on est à peu près à ça. Une gorgée, on va être autour des 100 millilitres. Donc, c'est cohérent. Après, si tu en ressens besoin sur la perception de soif, faut pas te priver de prendre un verre d'eau ou Ouais. une bouteille d'eau sur un ravito. Et est-ce que, du coup, ça vaut le coup de boire l'eau pure, le clair, ou est-ce qu'il faudrait mieux, dans tous les cas, viser de la boisson d'effort? Bah, dans tous les cas, il faut revenir à des choses simples. Tout va se mélanger dans l'estomac. Donc, au final, l'eau, elle peut être intéressante pour te rincer la bouche. Si garder ce goût sucré, ça t'écœure, ça limite ta capacité à t'alimenter sur la fin du marathon. Mais sinon, il n'y Ouais. a pas un intérêt supérieur à boire de la boisson énergétique, par exemple. D'accord, ok, donc ça c'est intéressant. Autre point dans la stratégie, qui va être un gros point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est la caféine, on en a parlé un petit peu en off. Euh, Comment tu vois la caféine dans la performance qu'on peut avoir sur un marathon et comment la gérer? Bah, je pense que c'est Est-ce que tu penses que c'est important? je pense que c'est le complément qui a le plus d'intérêt Ok, sur quasiment toutes les disciplines. ok. C'est aussi le plus étudié. C'est peut-être aussi pour ça qu'à un moment, il a été jugé comme produit dopant. C'est une question qu'on avait aussi, hein, mais ce qu'on appelle un ergogène. D'accord. C'est que ça peut améliorer ta performance. C'est pas un produit dopant parce qu'il n'y a pas, en tout cas dans les doses qu'on conseille sous forme de complément, il n'y a pas de danger pour la santé. D'accord. Mais ça reste une démarche dopante. Donc après, bah, on met la limite où on veut la mettre. Mais en tout cas, c'est un complément qui est intéressant sur les aspects musculaires, sur la contraction musculaire, mais aussi sur les aspects cognitifs. Tout à fait.
Et bah, tu sais que sur marathon, quand tu vas passer même le 30e, niveau mental, bah, c'est aussi là qu'il faut être fort. Ouais. La caféine, elle peut te permettre de réduire un petit peu cette sensation de douleur, on va dire, une perception de l'effort qui va commencer à devenir de plus en plus dure. Donc ça peut être intéressant de ce côté-là, ça peut te permettre sur le plan musculaire d'être plus efficient aussi. Dans tous les cas, il y a de l'intérêt. Après, c'est un effort qui est relativement court, donc le dosage est aussi important à avoir en tête. Ouais. Et chez certains, ça dépend peut-être un peu les tempéraments, mais ça peut un peu t'exciter et potentiellement bah, te faire courir un peu au-dessus de tes capacités. Donc il faut quand même le garder en tête dans le sens où si ça te permet de partir plus fort, bah, peut-être que c'est ça qui va te permettre d'être, de te cramer plus rapidement aussi. Ouais. Donc il faut aussi bien le doser et se dire, prendre en compte l'effet que ça peut avoir sur toi. Ok. Donc c'est aussi important de l'avoir et se dire, est-ce que je le mets dès le début de la course ou est-ce que je garde potentiellement un effet, entre guillemets, coup de fouet sur la fin de course. Et est-ce on pourrait allier les deux? Tu vois, en prendre avant et pendant? Je pense que si tu es conscient du truc et que tu as testé l'entraînement, c'est cohérent. Ok. Ouais. Donc ça peut être par l'apport d'un gel caféiné ou ça, encore une fois, la prise, enfin le type de prise, tant que ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'impact sur comment je l'assimile, etc. quoi. Bah, globalement, la seule différence, c'est si tu le prends en sublingual, donc au niveau de la bouche. Par exemple, si tu fais un rinçage de bouche avec un café, ou si tu prends des chewing-gums, Ouais. ça va être diffusé plus rapidement, notamment au niveau du cerveau. D'accord. Mais manger un chewing-gum pendant un marathon, C'est compliqué. faut être costaud. Ou Ouais, alors, j'avais entendu parler de. Ouais, je me souviens que tu disais que toi, tu prenais parfois avant les courses de chewing-gum, parce que du coup, ça a un effet plus rapide. Ouais. Et du coup, c'est là pour le coup, tu peux quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je pense quand tu attends la ligne de départ, ça peut être intéressant pour te mettre aussi un peu dans l'action, on va dire. Motiver, te commencer à te donner un petit coup d'adrénaline, ça peut être pas mal. Mais c'est pas là où je mettrais la plus grosse dose, par exemple. Ok, ok. Donc, il me semble que dans cet article, ce post LinkedIn dont je faisais référence plus tôt, tu disais que toi, sur la Max Race, typiquement, tu avais pris à peu près 80 mg par heure. Est-ce que tu aurais une... Enfin, pour quelqu'un comme moi qui boit du café au quotidien aussi, je pense que c'est important aussi de noter ça, c'est que je suis quand même un buveur de café, donc je pense que c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, le café. J'ai aussi l'habitude d'en prendre à l'effort, dans le sens, j'en prends souvent en plus par les gels en l'occurrence, mais et du coup j'en prends aussi à l'effort. Et j'ai vu un énorme impact personnellement de la prise de caféine pour moi sur l'effort. Tu vois, typiquement, je parlais de la TDS aussi, mais c'est la seule chose, la caféine, j'avais l'impression qu'il me faisait quelque chose en fin de course. VS, les glucides, j'ai l'impression que ça n'avait plus d'intérêt, tu vois. Mais sans doute que je me trompe, mais en tout cas, pour un profil comme le mien, est-ce que 80 mg par heure, c'est aussi quelque chose qui pourrait être intéressant? Ouais, encore une fois, la caféine, l'idée d'en prendre, c'est de venir cacher la fatigue. Ouais. Donc, est-ce que sur un début de marathon, tu es fatigué? Théoriquement, non. Donc, c'est vrai que l'effet, s'il doit avoir lieu, c'est surtout sur la fin de course. Moi, je viserais plutôt un peu un tremplin pour avoir vraiment une diffusion, une disponibilité de la caféine au moins sur les 2 derniers tiers de la course. Ouais. Après, sur de l'ultra, tu as un besoin, entre guillemets, de recycler tout ce qui va être éliminé au fur et à mesure. Alors que sur marathon, si tu en prends un petit peu avant la course et que tu en prends sur la première moitié, bah, la caféine ne va pas avoir le temps de s'éliminer. Donc c'est pour ça que souvent, ce qu'on voit dans les recommandations, c'est de conseiller à peu près 3 à 6 mg par kilo de poids de corps, la caféine. Par rapport à toi, ça va faire à peu près 200 à 350, 400. Je pense sur l'ensemble de la course, éventuellement avec les 30 minutes avant le départ. D'accord. Donc, alors que tu vois, sur Ultra, potentiellement, il va falloir recycler ça au fur et à mesure. Effectivement. Donc, c'est pas la même approche. Après, bah, ça dépend ce que tu prends aussi. Si tu prends des gels, souvent, c'est rapidement 75, Là, 100 c'est grammes. là, ce que je prends en ce moment beaucoup, donc précision, tu vois, c'est 100 mg par gel, ce qui est quand même déjà beaucoup, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, en gros, ça pourrait être simplement de se dire, tu alternes un gel sur le 2, Ouais. de caféine ou pas de caféine. Ok. Tu prends un premier gel de caféine, par exemple, sur la ligne de départ, 3 à 5 minutes avant de partir, pour avoir aussi cette hypoglycémie réactionnelle. Ouais. La caféine, elle va se diffuser au bout d'une trentaine de minutes. Ok. Quand tu vas vraiment être dans ta course, tu vas d'abord trouver ton groupe, ton pace, et puis après, tu entretiens avec des apports réguliers. Ok. Ouais, ça, c'est intéressant de. Tu vois, c'est quelque chose que j'avais pas du tout mis en place pour mon dernier marathon, en l'occurrence, il y a 2 ans. Et je trouve, en tout cas, personnellement, c'est vrai que j'ai vu un tel effet. Alors, il y a sans doute un effet placebo aussi dedans, mais en tout cas, ok, c'est hyper intéressant. Tu as quelle vision, de manière plus large, au-delà du marathon, de la place que prend de plus en plus la caféine dans nos sports qu'on pratique? Je ne sais pas dans le cyclisme à quel point ils en prennent, mais je sais qu'en ultra, je faisais référence à David Roche, c'est pareil, il prend des quantités délirantes. Tu parlais de pratiques dopantes.
Enfin, moi, j'y vois vraiment, pour le coup, des principes de pente. Tu penses que, enfin, il y a un danger aussi à un moment d'en prendre trop? Bah, forcément, après ça a pas le même effet que des amphétamines, des choses comme ça. Enfin, ça a été comparé dans des études, c'est quand même pas comparable. Ok. Donc il y a déjà ça, faut rester quand même prudent sur, mais oui, ça vient améliorer tes performances. Donc La tête qui n'en prend pas, quelque part, il paraît quand même des avantages. on peut se dire que oui. Si en tout cas, cet aspect vraiment central, c'est-à-dire au niveau de la commande cérébrale, on a, le cerveau qui prend le dessus à un moment, bah, la caféine peut quand même grandement aider. Ouais. Donc et c'est des choses tout bêtes, hein, mais enfin, moi, j'avais souvenir dans les équipes de vélo où les chewing-gums de caféine, c'était souvent plus consommé par le staff, en fait. Quand ils rentraient, qu'ils faisaient des 8-10 heures de voiture, Ah ouais, pour en fait lutter contre cette fatigue. Et sur des ultras, c'est encore plus vrai quand tu as la dette de sommeil qui vient arriver, ouais. bah, la caféine, elle te maintient éveillé. Et aussi sur des aspects sécurité, parce que quand tu es en pleine montagne, quand tu as envie de dormir, bah, ça peut être dangereux aussi. Ouais, tout à fait. Donc là, dans ce cas-là, est-ce que c'est un produit dopant? Ouais, Ouais, c'est là où tu mets la limite, en fait. ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair, mais ça me fait penser à la caféine. Il y a un autre point que je voulais aborder avec toi qui est en lien avec ça. J'ai découvert, parce que bah, évidemment, enfin, j'ai bu beaucoup de la Red Bull dans ma jeunesse fêtarde. Puis j'ai complètement arrêté. Le Red Bull, pendant 10 ans, j'en ai pas bu, jamais. Et j'ai redécouvert un peu cette année aux États-Unis. euh, Parce que bah, forcément, dans le cadre de mon boulot, je suis amené, bah, typiquement à ce que tu disais, à conduire je fais des nuits blanches et je dois conduire entre deux points, et puis après en montagne, shooter, etc. Et j'ai eu l'impression que c'était un des trucs qui marchait le mieux pour moi, pour me laisser éveiller. Et donc, et je sais qu'il y a certains athlètes qui en prennent à l'effort. Est-ce que tu penses que la Red Bull, ça peut être un bon apport à l'effort? Bon, il y a quand même beaucoup de cochonneries là-dedans. Après, ça reste des sucres et la caféine, en grande partie, il y a d'autres choses aussi. Mais sur cet aspect-là, si on s'arrête là, ça ressemble globalement à une boisson énergétique ou déjà. Ouais. Donc tu peux dire que c'est intéressant. Enfin, tu vois, dans le vélo, tu avais des athlètes comme Nairo Quintana ou autres qui prenaient dans la musette avant l'arrivée un peu de Red Bull, par exemple. Et on en voit encore sur l'ultra, sur les ravitaux, Bah ouais, tout à et fait. on consomme. Après, il ne faut pas oublier encore une fois que la fatigue, c'est un signal qui nous protège. Donc je pense que cette caféine, il faut quand même la garder sur les courses Ok. et éventuellement sur des séances clés où tu dois aller chercher en gros une certaine puissance mécanique que tu vas retrouver le jour J. Et pour t'habituer aussi à tes vitesses spécifiques, enfin, à toutes les conditions que tu vas retrouver le jour J. Mais t'entraîner quasiment toute l'année à ça, tu vas aussi te cacher une fatigue qui peut bah, aussi t'annoncer qu'un surentraînement va arriver ou que enfin, plein d'événements comme ça en fait. Donc il faut aussi bien le doser et l'utiliser à bon escient. Autant, donc du coup, autant le glucide, c'est un intérêt toute l'année, parce que pour toutes les raisons dont on discutait, autant la caféine, ça peut être presque un mal pour un bien, quoi. C'est d'en prendre trop dans le quotidien, quoi. Ouais, ouais. Ouais, puis enfin, faut pas oublier que ça accélère aussi l'activité cardiaque. Donc enfin, il y a quand même aussi des risques, notamment à haute dose, puis sur plein d'aspects, sur l'aspect émotionnel, sur le stress, sur enfin, il y a plein de risques, notamment à haute dose. Il faut pas oublier que la caféine et le café, c'est pas forcément pareil. Ouais. Si on met du café, il y a quand même aussi des effets protecteurs, parce que c'est un super aliment, on va dire. Mais la caféine isolée en complément, bah, tu as entre guillemets que le côté délétère. Et notamment au niveau du foie, tu vas un peu l'encrasser. Ce qu'on appelle un xénobiotique, c'est un composé qui est étranger à l'organisme, qui va devoir être éliminé. Et si tu rajoutes ça à tout ce qu'on a déjà dans le quotidien, perturbateurs endocriniens, si tu es une femme que tu consommes la pilule, etc., ça fait beaucoup de choses que le corps doit éliminer. Donc tu surcharges. Ah ouais, non, c'est quand même ouais, bah, intéressant. Donc si on revient sur ma stratégie pour le marathon de Paris, je vais viser 90 grammes heure, on va dire, sans doute avec de la caféine, sans doute plutôt enfin, alterner et pas prendre que ça toute la course. Ça fait déjà une bonne base pour être sûr. En termes d'hydratation aussi, bon, bah, quand même essayer de m'hydrater, mine de rien, parce que ça va quand même être important. Surtout, je pense que bah, forcément, c'est lié aussi à la sudation. Et plus si on sue beaucoup ou pas. Ouais. Je suis plutôt du genre à suer beaucoup. J'ai fait un test sur la Sûr. ouais, ma sueur, pardon, je cherchais le mot, était salée et visiblement elle est très peu, donc, enfin elle est assez peu, donc ça c'est quand même, je pense, un point qui est intéressant. Et donc ça me permet d'aborder la question du sodium, qui est aussi une question qui est de plus en plus populaire, j'ai l'impression, qui a été, j'ai l'impression, d'abord cachée sous le terme électrolyte, qui englobe plus que le seul le sodium. De plus en plus, j'ai l'impression qu'en tout cas les gens qui s'y intéressent ont compris qu'il y avait sans doute que le sodium qui était vraiment intéressant, ou plus ou moins. Tu pourras peut-être détailler. Est-ce que tu penses que du coup, quel est l'intérêt déjà d'utiliser du sodium à l'effort? Et
j'ai l'impression que toi, tu es plutôt de l'école de dire on en fait un peu trop avec ça. Ouais. Ouais, clairement, enfin, tu vois, juste pour parler des électrolytes, globalement, c'est principalement sodium. Tu as aussi le calcium, le magnésium, le potassium, par exemple. Et ce sodium, on en parle beaucoup parce que c'est éventuellement, enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on perd dans la sueur. Ouais. Mais est-ce que c'est forcément dommageable dans le sens où finalement, ce qu'on voit, ce qui pose des problèmes sur la performance, sur la santé, c'est avant tout la déshydratation, l'hyperhydratation qu'on pourrait évoquer aussi. Mais globalement, c'est avant tout le volume de liquide que tu vas absorber en fonction de ce que tu as transpiré qui va te permettre de retrouver un équilibre. Donc c'est sûr que si les efforts perdurent des heures et des heures et des heures, que tu es quelqu'un qui a une transpiration très salée, il y aura peut-être le sodium qu'il faudra contrôler. Mais de là à charger, à boire des litres de ceinture, à consommer des pastilles de sel, etc., je suis pas convaincu. Surtout, bah, ça rajoute quelque chose à digérer en plus sur le plan intestinal et potentiellement, ça peut faire que tu consommes moins de glucides. Tout ça, c'est plus dur à digérer. Donc moi, je suis plutôt à me dire que globalement, ce qu'on sait, c'est que le corps, il s'adapte, ça c'est facilement. Et t'évoquais la concentration de sodium que tu as dans la sueur. Ça, c'est un facteur qui est, je pense, plus important à travailler. Dans le sens où l'acclimatation à la chaleur, ça va déjà permettre potentiellement de transpirer plus pour te refroidir, Ouais. ou en tout cas pas surchauffer, et d'avoir une concentration de sodium dans ta sueur qui va être moins importante. Ok. Et à l'inverse, si tu as un régime hyper salé, même si tu fais de l'entraînement à la chaleur ou autre, tu vas avoir une transpiration plus salée. Ok. Donc en fait, si tu augmentes tes apports en sodium, tu vas aussi en éliminer plus. Donc est-ce que tu as besoin de te supplémenter? Pas forcément. Mais pour autant, toi, t'en prends quand même un peu. Un petit peu parce que ça permet aussi d'améliorer un petit peu l'assimilation des sucres Ok. et un peu la rétention d'eau. Mais globalement aussi, ce qu'on sait, c'est que le corps, il a quand même une petite latence avant de s'adapter au niveau du rein, qui va en gros permettre la rétention d'eau, et au niveau ce qu'on appelle des glandes sudoripares, c'est ce qui permet d'éliminer la sueur. Et globalement, tu as au moins 2-3 heures avant que ces deux aspects viennent s'adapter. Et c'est pour ça que moi, je préfère en fait faire une charge en sodium et du coup en hydratation avant le départ. D'accord. Partir déjà hydraté, voire légèrement surhydraté, et partir avec un petit peu d'avance de ce côté-là. Et pendant l'effort, je ne dépasse pas les 300, 400, 500 mg grand max de sodium, ce qui est en fait couramment retrouvé dans les boissons énergétiques du Ouais, commerce. c'est ça en fait. Mais j'en rajoute pas. Ok, t'en rajoutes pas. Donc ça, c'est intéressant. Et est-ce que tu vois sur un marathon qui va durer 2h30, Inch'Allah, donc du coup, j'aurais presque intérêt à pas en prendre du tout. Je pense que avant l'effort, ça peut être intéressant. Ok. On pourra peut-être reparler du bicarbonate, ça Ouais. peut être un biais pour la portée. Mais ouais, déjà arriver hydraté et peut-être justement travailler sur une légère surhydratation qui peut aussi te permettre de moins boire pendant l'effort. Ouais. En fait, c'est prendre un petit peu d'avance pour arriver à la fin de course à peu près un équivalent, mais avec moins de choses que tu prends pendant l'effort. Donc ça peut être intéressant et du coup, tu viens charger avant, en gros dans les 2-3 heures avant, mais pas pendant. Tu parlais du bicarbonate, ça fait partie des autres choses que je vois potentiellement, que je n'ai jamais testé, personnel, Ouais. que je vois potentiellement dans les choses qui pourraient être intéressantes à implémenter et en tout cas à additionner à ma stratégie. Est-ce que déjà, parce que bon, le bicarbonate, j'ai l'impression que ça a été, bon déjà ça a été aussi le marketing de mortel autour de ça, hein, forcément. J'ai cru comprendre que c'est arrivé surtout dans le vélo d'abord, et notamment sur les fins d'étape, si je dis pas de bêtises. Et est-ce que déjà ça a un intérêt de ton point de vue? L'intérêt, j'ai l'impression qu'il est quand même, j'ai l'impression qu'il est réel. Contrairement à d'autres choses qu'on pourra parler plus tard, qui peut-être c'est un peu plus remis en question. Mais le bicarb, j'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai effet. Est-ce que sur un profil comme le mien, ça peut avoir un intérêt pour le marathon? Comment le prendre s'il y a un intérêt? Ouais. Bah, globalement, le bicarbonate, c'est quand même vieux par rapport à l'inverse de ce qu'on peut lire, par exemple. Mais ça fait au moins 10-15 ans que c'est utilisé. Tu vois, le CIO, ils ont fait un consensus sur les compléments alimentaires ergogènes en 2018. Donc, si eux se sont mis sur le sujet, c'était aussi pour éclaircir un peu ces domaines-là. Donc, c'était forcément utilisé avant déjà. Le bicarbonate, on voit tous les produits Morten, mais c'est simplement du bicarbonate de soude, en fait, qui coûte 2 € en pharmacie. Donc, c'est exactement la même chose. Mais il est plus simple à assimiler, j'imagine. T'as pas tout fait. Un petit peu plus. Mais si tu compares à des gélules, moi, je pense que la gélule est mieux assimilée. Ok. Et beaucoup moins chère. Ouais, peut-être. Après, il y a les hydrogels que Morten propose. Il y a aussi c'est un produit qui est déjà sucré, en gros un équivalent gel. Donc, dans certaines situations, ça peut être plus facile à consommer.
On avait vu Kylian en prendre, je crois, sur Sur Ultra. B 2022, je pense. Et je peux te dire que je te parlais tout à l'heure de Christian Meyer sur un TDS. Ouais. Pareil, c'est quelque chose qui prend pendant des ultras. Ouais, ok. Donc, ouais, pourquoi pas. Après, si tu regardes Quel est vraiment... l'intérêt déjà Ouais. du bicarb? Ouais. Donc, tu vois, si tu regardes vraiment le potentiel effet du bicarbonate, c'est pour des efforts intermittents. Ok. Donc, tu parlais, par exemple, d'un sprint en fin de course dans une étape de vélo, carrément le cas. Ça peut être des sports co, il y a des enchaînements de sprint. Et globalement, pourquoi on en conseille? C'est parce que quand tu vas dépasser un certain seuil, globalement, surtout au-dessus du second seuil, mais entre les deux premiers seuils, c'est quand même... on peut se poser la question, parce qu'il y a déjà une accumulation, notamment si ton effort est long, mais de certains déchets, entre guillemets, c'est ce qu'on appelait l'acide lactique. En gros, l'acide lactique, c'est du lactate, ce qu'on appelle des protons hydrogènes. Et ces protons hydrogènes, ils sont acidifiants. Et cette acidité, elle va perturber le fonctionnement de ton muscle et potentiellement générer de la fatigue. Un peu cette sensation des grosses jambes, on va dire. Ouais. C'est ça, en l'occurrence. Donc, en gros, le bicarbonate, il va venir attraper les molécules acidifiantes et les éliminer. Ouais, il tamponne. Il tamponne, exactement, c'est le terme. Et du coup, en fait, ça repousse le seuil de fatigue où ton corps a l'impression d'avoir trop de déchets pour bien fonctionner. Ok. Donc, c'est pour ça que généralement, c'est conseillé en gros sur des efforts de 30 secondes à 30 minutes. C'est à peu près la Ok, je comprends. Parce que c'est sur ce type d'effort-là où tu produis ce genre de T'en choses-là produis plus. Ouais. qu'on a besoin de tamponner. C'est ça. Ok. Après, sur marathon, tu es sur une intensité où tu en produis, pas dans une quantité. En tout cas, si tu prends, par exemple, sur l'intensité marathon, tu l'as fait pendant 5 minutes, Ouais. si tu mesures la quantité, ça va pas être un facteur de fatigue. Ok. On peut extrapoler que si tu fais 2h30 à cette allure-là, potentiellement, ça va s'accumuler. Oui, comme la fréquence cardiaque qui dérive, comme tout ça, quoi. C'est ça. Donc, c'est pas, je pense, l'effort où tu auras le plus d'intérêt. Je pense que tu auras plus d'effet sur un 10 bornes, par exemple. Mais potentiellement, sur le marathon, je pense que ça peut, en tout cas, ne pas être négatif. Et le défaut que j'y vois au bicarb, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même dur à digérer. Ouais. Donc, C'est le principal, c'est ce qui fait souvent que les sportifs en prennent ou en prennent pas. D'accord. C'est les troubles digestifs. Et souvent, c'est flagrant, hein. C'est des diarrhées, des ballonnements. Et ça peut te foirer la course complètement, hein. Donc, de la même manière, le teste pas le jour J, hein. Ouais, c'est ça. Parce que là, puis pour aller aux toilettes sur la ligne de départ à Paris, je sais pas comment ça se Oui, passe. puis un marathon, c'est un type d'effort où autant en ultra, bah, tu peux t'arrêter. Autant sur marathon, t'as pas envie de t'arrêter, quoi. Donc ouais, donc ça, c'est intéressant. Si j'étais amené à en prendre, tu penses que donc ça vaudrait le coup d'en prendre avant de partir, plutôt que pendant? Pendant, est-ce que ça a un intérêt de... Tu vois, si c'est sous forme de gélule, on pourrait se dire, je pourrais en prendre pendant, tu vois. Ouais. Est-ce que ça a un intérêt de ne pas le prendre avant? Ouais, après, déjà, il faut voir la dose qu'il faut consommer. Tu vois, il te faudrait au moins une vingtaine d'équivalents en gélules. Ouais. Donc, Ok. 20 gélules à consommer, bon, déjà, sur le côté éthique, c'est un peu limite. Mais ça te vaut le coup. Pour sa pharmacie, elle est sur la ligne de départ. Donc, bon, t'es pas cycliste, mais enfin, voilà l'étiquette qu'on peut mettre aussi. Ouais, c'est clair. Mais en gros, tu vois, on a testé dans trois équipes de France en ski de fond, en aviron et en vélo. Tu as quand même des cinétiques d'absorption qui sont différentes. D'accord. Par exemple, Morten, il te conseille d'en prendre 1h30 avant le départ. Ouais. Donc ça, c'est si tu as un effort court, Ouais. déjà. Si tu fais Ok. un marathon, tu as 2h30 où potentiellement tu vas produire ces déchets-là. Ouais. Donc, où est-ce que tu fixes un peu le moment maximum où tu vas avoir absorbé le bicarbonate? Est-ce que tu vises le début, fin de course, le milieu de course? C'est des bonnes questions. Théoriquement, on peut se dire que la fin de course va être plus propice. Ouais. Mais est-ce que si tu tamponnes mieux en début de course, bah, tu atteins moins rapidement ce plafond? Peut-être. C'est une question aussi qu'on peut se poser. Et après, au niveau de l'individualisation, on se rend compte qu'il y a des athlètes qui vont avoir le pic d'absorption au bout de 30-45 minutes. Ok. Et d'autres, ça va être 3 heures. Ouais. Donc, Très individuel. ouais. Moi, j'ai envie de dire que dans ma stratégie, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est dur à mettre en place, qui a quand même pas mal de risques d'un point de vue digestif. Et j'ai l'impression que le bénéfice-risque, il est plutôt négatif, quoi. Donc c'est sans doute quelque chose que, personnellement, avec tout ce que tu me dis là, je vais quand même me mettre de côté. Je pense que ça ne vaut pas le coup. Et surtout, je suis pas, en fait, je pense que j'ai beaucoup plus d'intérêt à bien m'entraîner, à manger bien, à être sûr d'absorber bien les glucides, plutôt que, enfin, le degré de performance que je vais gagner par ça est quand même négligeable, je pense, à mon niveau, quoi. Autant le gars qui tente le record du monde, voilà, je comprends. Autant moi, on va quand même se calmer, quoi. Ouais, et puis c'est toujours dur de mettre un chiffre, mais en termes de gain de performance, il y a des études, ils montrent 3% sur des efforts de 6 minutes, par exemple, Ouais. où tu es vraiment full production de déchets. Ouais. Sur marathon, si tu fais gagner 1%, ce qui est déjà énorme, hein, mais même 1%, je ne suis pas convaincu que tu les gagnes. Ouais, donc ça, on va mettre ça de côté.
Autre point que je voulais aborder avec toi, qui fait partie des choses qu'on entend de plus en plus et qui sont très liées au marketing, on en parlait un petit peu en off, c'est les cétones, qui ont fait un peu polémique dans le vélo. Il y a certaines équipes de vélo qui me semble, adhèrent à un label ou quelque chose comme ça qui eux, bannissent les cétones. D'autres, pour le coup, le disent clairement qu'ils en prennent, notamment parmi, je pense que UAE, Vissima, tout ça, eux, ils doivent en prendre. Et donc, ça a été popularisé par eux. On voit ça de plus en plus arriver dans l'ultra trail, en particulier. C'est très populaire. C'est assez populaire chez les Ricains. Sans doute moins en Europe pour le moment. Toi, tu as quelle vision là-dessus? Est-ce que déjà tu peux expliquer les effets potentiellement bénéfiques de prendre des cétones, Ouais. mais aussi un peu tout l'aspect sulfureux qu'il y a derrière ça? Ouais. Ouais, enfin, ça reste un sujet qui est assez récent, hein, mais tu vois, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur un peu le régime cétogène ou le régime full glucide, on va dire. Ouais. Là, l'idée, c'est de se dire, on garantit aux athlètes de pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour s'entraîner, donc avec un régime alimentaire suffisamment diversifié et qui contient des glucides. Ouais. Et on vient ajouter ces corps cétoniques, donc les cétones, qui sont ce que le corps produit naturellement quand tu es en régime cétogène. Donc l'idée derrière, c'est de se dire, on va jouer sur les deux tableaux en ayant un régime entre guillemets plus simple, mais d'ajouter ce que aurait produit le corps sur un autre régime. Donc en gros, on a deux vitesses. Donc les cétones, elles ont été mises en évidence sur leurs potentiels effets. Déjà, il n'y a quasiment aucune étude sur le sportif de haut niveau. Enfin, déjà sur l'athlète, tu vois, qui aurait une VO2 au-delà de 65, 70, donc un athlète qui est bien entraîné, mais c'est pas le haut du panier. Et elle montre des effets sur différents aspects, potentiellement sur la récupération, D'accord. la capacité à, quand tu es dans un stade un peu entre le surentraînement et le surmenage fonctionnel, pas tomber de l'autre côté en fait. Okay. Donc sur la récupération, parce que ça pourrait potentiellement te faire manger un peu plus, ça pourrait potentiellement augmenter un peu ton rendement, on va dire. Okay. Et par rapport à ce que tu évoquais sur l'ultra, c'est aussi peut-être une des hypothèses, c'est que ça pourrait te permettre, comme tu as deux carburants, les sucres et les cétones, notamment d'activer un peu plus ton cerveau, parce que ton cerveau va plutôt aller utiliser ces cétones qu'il aime bien consommer. Donc sur les aspects vigilance, etc., ça peut être intéressant. Après, tu vois, juste pour la petite aparté, si tu consommes des cétones à l'effort, c'est un domaine où il y a vraiment beaucoup de points d'interrogation et plutôt des effets secondaires qui sont contre-productifs. D'accord. Si tu en consommes pendant l'effort, tu as un intérêt à ajouter du bicarbonate parce que les cétones sont acidifiantes. Mais C'est juste pour la petite aparté, mais ça devient vite complexe. c'est super complexe et je trouve qu'en fait, on en parlait tout à l'heure, mais à quel point, enfin, chacun met la limite où il veut, et puis il y a des règles de toute façon, donc faut qu'on suive les règles, et dès lors qu'on est dans les règles, il n'y a pas vraiment de raison de dire qu'on triche. Pour autant, personnellement, et tu parlais d'éthique, au bout d'un moment, tout ça, ça devient de la chimie, quoi. Ouais, c'est de la chimie, et encore une fois, il n'y a pas d'évidence précise sur la perf. Les sportifs et les équipes qui en consomment sont souvent sponsorisés. Enfin, personnellement, pour en avoir testé des athlètes, je ne suis pas convaincu de l'effet. Je pense qu'il y a un gros effet placebo déjà. Okay. Il y a aussi potentiellement, comme le bicarbonate, des effets sur les troubles digestifs. Okay. Donc, en gros, ceux qui ont arrêté, c'est parce qu'il est toléré pas et que c'était vraiment très difficile à digérer. Le goût est infect, c'est l'essence. Enfin, j'ai jamais goûté un truc comme ça. Et aussi, je pense qu'il fait débat. Donc, encore une fois, ça n'a pas été reconnu comme un produit dopant, parce que le corps en produit. Pas encore. Ouais. On pourrait se dire aussi que le corps produit de l'EPO et il n'avait qu'en prenait. Tu vois, où est la limite, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, il y a aussi des études qui ont potentiellement montré des potentiels effets. Enfin, j'en ai une en tête où en fait, ils montrent que prendre des cétones, ça stimule la production d'EPO. D'accord. Mais ça n'a pas montré que ça augmentait ta production de globules rouges. Donc en fait, ceux qui n'en prennent pas, ils se disent tout de suite, forcément, ils prennent des cétones, ils vont être meilleurs. Du coup, nous, on est désavantagés. Et ça crée un clivage qui fait, dans tous les cas, un peu de l'ombre sur ce complément. Mais pour autant, je ne suis pas convaincu de l'effet pour l'instant, même si on se dit toutes les grandes équipes en consomment, donc qu'il va y avoir quelque chose. Est-ce que les études les gardent pour eux? On ne sait pas. Pour l'instant, si on prend vraiment les évidences scientifiques sur l'aspect de performance, moi, je ne suis pas convaincu. Ok, c'est intéressant parce que je trouve que, en tout cas, je suis content qu'on en parle et parce que on est tous les deux trailers et je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus, on va de plus en plus en parler dans notre milieu aussi et je trouve que c'est quand même important de garder un peu un esprit critique là-dessus et dire, moi je suis le premier à être parfois happé par l'aspect marketing des choses et me dire putain ça marche et les mecs ils en prennent tous et tout, donc voilà, il faut quand même raison garder sur ce genre de choses là aussi des fois et se dire encore une fois je pense qu'on a en tout cas pour des athlètes et encore plus pour des athlètes amateurs comme moi et comme d'autres,
Je veux dire, le gain performance, il n'est pas allé chercher là, quoi. Ouais, ouais, puis le prix, hein. Oui, oui, bah, On je sais parle pas, tout à l'heure. c'était combien, 80 € par jour, tu disais? Ouais. Si tu fais des purs, c'est ouais, 80 € par jour. Ah, c'est délirant, c'est délirant. Et sachant que souvent les produits qui sont les plus mis en avant, c'est ce qu'on appelle les sels de cétone, qui sont en fait ceux qui sont pas efficaces. Ce qui serait efficace, ça serait les esters de cétone, pour la petite aparté. Mais globalement, tout ce qui est mis en place dans le marketing, et tu parlais aux US, hein, mais c'est pas les produits qui sont les plus efficaces. Donc, est-ce que les athlètes ont des sponsors et ont juste un cachet pour afficher le nom? Sans doute. Autant les utilisent même pas. Mais enfin voilà, je pense que gardez votre argent pour vous faire vos bars maison ou faire votre boisson, vous achetez vos gels, Ouais, clairement. ça sera beaucoup plus rentable et efficace. Ouais, clairement. Clairement. Bon, voilà, ça, c'est intéressant. C'est de toute façon quelque chose. Mais je suis content qu'on en parle un peu parce que c'est vrai que j'en ai jamais trop encore entendu parler, en tout cas parmi les contenus francophones. Donc, je trouve ça cool d'en parler. Parmi les autres idées reçues, bah là, on a parlé des cétones qui, je pense, c'est une. En fait, on ne sait pas encore, donc on ne peut pas non plus se prononcer à 100%. Mais parmi d'autres idées reçues, il y a un truc que moi, je voulais qu'on aborde. C'est un truc que j'ai toujours entendu depuis que je fais du sport jeune. De moins en moins quand même récemment, c'est tout à l'heure on parlait d'hypo, tu vois, la fameuse hypo, faire une hypoglycémie et les hypoglycémies réactionnelles. J'ai reçu un message, en fait, c'est ça qui m'a fait penser. Un jour, je mets une story sur Instagram avec des gels que je prends beaucoup en ce moment, là, de chez Précision. Et, et la personne me dit, non, mais là, c'est sûr, avec ça, forcément, tu fais une hypoglycémie réactionnelle. Ça, c'est un mythe ou c'est une réalité? C'est globalement un mythe. Si tu restes actif, donc avec un effort de longue durée, en gros, tous les sucres que tu vas absorber, ils vont être traités. En fait, le corps, notamment les muscles, c'est des éponges. Ils vont venir absorber tout de suite ces sucres. Et notamment au niveau de l'hormone qui peut provoquer justement cette hypoglycémie réactionnelle, l'insuline, elle est entre guillemets désactivée et elle va beaucoup moins avoir cet effet hypoglycémien derrière. Ok. Parce qu'en fait, simplement, l'insuline, elle sert à stocker de l'énergie. Ouais. Et pendant l'effort, tu ne cherches pas à stocker. Tu cherches juste à consommer de l'énergie. Enfin, c'est jamais là où tu vas construire tes réserves. Tu n'es pas dans une situation où tu peux te construire. Ou plutôt, c'est de limiter la casse pour éviter que ton réservoir se vide. Donc en fait, l'insuline, elle est beaucoup moins active. Après, c'est sûr que si tu as un effort de très très basse intensité, voire que tu t'arrêtes, notamment le temps des ravitaux, sur l'ultra, sur marathon, j'espère que c'est pas le cas. Mais ouais, si tu restes un quart d'heure, 20 minutes ou plus, bah là, si tu prends un gel en arrivant, potentiellement, en repartant, tu vas faire une hypo. Ouais. Tu vois, c'est un problème qu'il y a à prendre dans le foot, où ils arrivent du terrain de la première mi-temps, ils prennent un gel, bah, ils font une hypo quand ils rentrent sur le terrain. Ah ouais, C'est exactement la même chose. Mais parce que l'effort, il a été coupé. Du coup, tu n'avais plus de contraction musculaire, les muscles étaient plus demandeurs. Donc le sucre, il arrive dans le sang, on stimule de l'insuline, derrière, on fait une hypo. Donc ça, c'est quelque chose qui ne m'arrivera jamais, que ce soit, enfin, Inch'Allah sur Ultra aussi, ou alors il faut vraiment être à l'arrêt, mais en tout cas pas sur le marathon. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que je peux éliminer. Ça me permet d'aborder un point aussi, parce que, à vrai dire, c'était un jour où je montrais ce gel de chez Précision, où il y a 90 grammes dans une petite gourde. Il y a un point que je pense qui est important et que je t'ai déjà entendu parler de ça, et je trouve ça hyper intéressant, et à part toi, j'ai pas encore trop entendu parler de ça, c'est comment on prend les glucides. Parce que on pourrait se dire, bah, en fait, toutes les 10 minutes, on va lisser en fait la prise de glucides, parce que justement, en lien avec ces hypoglycémies réactionnelles, à se dire, plutôt que faire des pics, bah, on va essayer de prendre des prises peu espacées, mais régulières, pour éviter ça. Or, tu viens de un peu démontrer que c'est plutôt un mythe, ces pics d'hypoglycémie. Et donc, du coup, je t'ai entendu dire que ça voudrait sans doute le coup de prendre des grosses prises, mais plus espacées. Ouais. Est-ce que tu peux développer un peu ça? Ouais, il y a aussi peu d'évidence, mais il y a quand même quelques pistes, mais notamment ce qu'on appelle les gradients de pression, c'est-à-dire que dès que tu as quelque chose qui pousse contre, en l'occurrence, une membrane, eh ben, ça va permettre une diffusion plus facile parce que de l'autre côté, il y a rien. Donc, du coup, l'équilibre que le corps veut faire, c'est d'avoir suffisamment, enfin même de manière équivalente, de chaque côté de la membrane, un équivalent. Donc, si tu as 100 d'un côté, 0 de l'autre, le corps il va tout faire pour qu'il y ait 50-50. Ok. Donc, plus tu vas consommer un grand bol, plus ça va être diffusé rapidement derrière, aussi pour équilibrer les deux milieux. Quand tu consommes des petites doses, à chaque fois, tu vas arriver à 10 grammes, donc ça va faire passer 5 grammes de l'autre côté, et pas plus. Donc, en fait, l'idée, c'est, si tu fais des prises plus espacées, tu vas avoir des prises plus grosses pour arriver à tes apports que tu souhaites. Et donc, du coup, au niveau notamment de l'estomac, tu vas faciliter ce qu'on appelle la vidange gastrique. Ok. Après, si tu les espaces trop, est-ce que tu arrives à avoir tes apports? Il y a ça aussi qui se pose. Mais, Oui. Mais donc, du coup, typiquement, pour revenir au cas pratique du marathon, si j'utilise 90 grammes heure,
ça vaudrait le coup que je fasse des prises de 70 grammes ou de 90 grammes, presque d'un coup. Si tu y arrives. Parce que, alors, du coup, typiquement, j'ai essayé, du coup, parce que je t'ai entendu dire ça, donc je me suis dit, moi, je vais essayer. Et j'ai essayé de prendre cette fameuse gourde de 90 grammes de chez Précision d'un coup. Et honnêtement, j'ai l'impression que. Voilà, alors, c'est peut-être lié au produit que j'assimile bien, mais j'ai eu vraiment zéro problème, quoi. Alors que j'avais justement une vraie crainte. Ouais. Tu vois, de me dire déjà, avant, je prenais 30 grammes par gel. C'est souvent, ça a été souvent pendant longtemps, et c'est toujours un peu le cas, ce qu'on trouve de manière générale, des gels de 30 grammes de glucides. Là, je me dis, je vais faire 3 fois plus d'un coup. Ouais. Mais en fait, j'ai eu l'impression que ça passait à tester, à retester, mais j'ai l'impression que ça passe vraiment bien, quoi. Ouais, bah, si ça passe, pourquoi pas, hein, ce qui te permet au final de prendre quelque chose juste avant le départ, quelque chose au bout d'une heure, Ouais, et éventuellement tu prends un gel classique pour la dernière demi-heure. exactement. Mais ouais, pourquoi pas, c'est un peu ce qu'a discuté Stephen Roche, c'est Stephen Roche David Roche. David Roche. Où justement, lui, il a mis ça en place sur l'hydratation, Ouais. qui faisait des cours en chaleur, justement. En fait, Solaire Ravito, il en profitait pour consommer près d'1 litre d'eau d'un coup. Donc, il s'entraînait à boire son jerrycan d'eau à l'entraînement. Mais pourquoi pas? Et ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur on fait un grand repas et on va courir, quoi. Ouais. Mm. Et c'est hyper intéressant, en fait. Et surtout, moi, je trouve, c'est aussi ce que je pratique, mais c'est aussi que ça rend plus facile, en fait, ton ravitaillement dès que tu quittes les lieux de ravitaillement. Et je trouve que la logistique, elle est vachement facilitée. Et puis même, en fait, du coup, tu as un truc en moins à penser, tu vois. Ouais. Et ça, ne serait-ce que d'un point de vue cognitif aussi, je trouve que l'aide, enfin, le gain, il est énorme. Ouais. Donc après 90 grammes, je pense, reteste-le dans des conditions vraiment intensité, enfin vraiment tout similaire. Mais pourquoi pas, si ça passe. En tout cas, 60, quoi. Ouais. Pas, tu vois, les gels maintenant qui sont, il y en a des 40, 50 grammes, ouais, 40. 100 grammes, mais il y en a des marques. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Jamais testé, jamais conseillé, mais si ça passe chez toi, bah tu me Toi, diras. peut-être, tu arrives à prendre, enfin, sur Ultra, typiquement, là, les derniers, le Nice, par exemple, tu arrives à faire, c'est des prises de combien, toi? 45, mes gels, c'est des 45. Que des 45, ok. Et c'est pour ça que je fais des ravitaux aussi courts, c'est que je prends mon gel, je bois et je repars, en fait. Oui, mais sachant que là, on parle du gel, mais il y a aussi l'apport par l'hydratation, qui part souvent, en tout cas sur Ultra, c'est souvent là, peut-être ce sera un peu moins le cas pour le marathon, mais du coup, c'est intéressant. Et ça, c'est quelque chose, j'ai vraiment envie de pousser, d'essayer de manger de façon plus espacée, mais des plus grosses quantités d'importance, parce que ça peut être aussi un truc. Et d'autant plus chez les gens, moi, personnellement, j'ai eu quand même pas mal de problèmes gastriques dans le passé. J'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Peut-être lié aussi à mon alimentation quotidienne, mais du coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de pousser. Donc, ouais, vraiment intéressant. Ouais. Après, je pense qu'il faut juste que tu checkes le côté hydratation. Ouais. Parce que, notamment, si tu es déshydraté, que tu mets 90 grammes, ton estomac, il va quand même être bien concentré. Ça peut être difficile de faire passer tout vers l'intestin. Donc, notamment, je pense que ça prend encore plus son sens, ces stratégies-là, d'associer une prise massive de glucides avec derrière de l'eau pour diluer le tout, en fait. Ok. Qui, au final, va te permettre d'avoir un équivalent de prendre une flasque d'eau avec tes 90 grammes de glucides dedans. Ouais. Et des boissons qui existent comme ça pourrait être un équivalent qui serait similaire. Ouais, intéressant. Et juste, du coup, en lien avec ça, c'est pas forcément lié au marathon, mais est-ce que ça vaudrait le coup, tu penses, d'alterner entre de la boisson énergétique et de l'eau claire, ou pas? Si tu ressens le besoin. Encore une fois, moi, l'intérêt, il est juste sur le fait de se rincer la bouche pour éviter l'écœurement. D'accord. Ok. Bon, bah, intéressant. Ouais. On a commencé à parler de beaucoup de choses. Je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait plus d'une heure, je pense qu'on parle. Donc ça commence à faire vraiment. Plutôt que d'aller encore plus loin sur plein de choses, ce que je voulais faire, c'est que je sais que tu... Bon, déjà, on peut peut-être se donner rendez-vous pour parler d'Ultra dans quelques mois. Avec plaisir. Pourquoi pas. Et non, autre chose, c'est que tu as lancé avec des collègues à toi une plateforme, si j'ai pas de bêtises, de formation. Il y a, j'imagine, des gens qui vont voir ce qu'on a fait aujourd'hui, auront plein de questions, c'est souvent comme ça quand on regarde sur leur contenu. Est-ce que tu peux en parler un petit peu et comment... Est-ce que aussi, aux questions subsidiaires, est-ce que toi, tu suis toujours des gens en nutrition? Ouais, je vais garder un peu mon laboratoire, on va dire, pour faire un peu mes tests, et puis suivre un peu des gens, rester un peu connecté dans le milieu de la nutrition. L'idée, c'est d'en faire encore à l'avenir. Donc, puis même moi, ça me permet de voir aussi, de me tenir à jour. Donc, oui, ça, c'est sûr, je continue. Et tu suis tout profil, ou est-ce que tu es plus tendance à suivre des sportifs de haut niveau? Il y a quand même une dominante de sportifs de haut niveau, mais pas que. Ok. Ouais. Ça reste globalement des sportifs. De temps en temps, j'ai des gens un peu lambda, entre guillemets, qui ont plutôt des pathologies, des choses comme ça. D'accord. Mais souvent, c'est plutôt axé sport, plutôt sport d'endurance par rapport à mon profil. Mais, ouais, forcément. Mais pas que. Moi, j'ai des haltérophiles, encore une fois, des sports à catégorie de poids. Okay. Il y a un peu de tout. Donc voilà. Et puis, on a lancé avec 2 collègues, Julien Louis et Lauriane Marquet, qui sont 2 chercheurs en nutrition. D'accord. Pas mal travaillé dans le vélo. Julien, il est nutritionniste chez AG2R. Ok.
Et Lauriane, elle a travaillé chez Cofidis, maintenant elle est chez Arkea FI. Ok. Donc voilà, donc on a travaillé dans pas mal de fédérations aussi, que ce soit pour Lauriane le judo, la voile, Julien travaille avec le triathlon aussi, donc il travaille aussi avec Benat Marmisol d'ailleurs. Ah, ok. Donc voilà, il est un peu dans les sports d'endurance aussi. Et du coup, l'idée, c'est de se dire qu'en France, les diplômes en nutrition, c'est l'équivalent du BTS ou du DUT, donc c'est des diplômes qui permettent de travailler surtout dans la sphère médicale en fait. Ouais. Et assez peu de la nutrition du sport. Ouais. Et donc, il y a des diplômes universitaires qui permettent ça, mais nous, on se disait, on commence à avoir de l'expérience, des connaissances, et c'est aussi comment le partager. Donc, en fait, l'idée, nous, c'est de créer du contenu vidéo, enregistré, en sous forme de cours, simplement. Ouais. Et on a aussi des moments un peu plus d'échange avec des invités aussi, Ok. où on invite des professionnels de la nutrition, ou même potentiellement de l'entraînement, enfin, vraiment de tout, et des athlètes. Ok. Tu vois, on a fait ce qu'on appelle un mentorat, où on invite nos abonnés. On a fait le dernier avec Loana Lecomte, par exemple. Ah, c'est bien. Toi, que j'ai suivi dans l'approche des Jeux Olympiques de Paris. Et du coup, on retraçait un petit peu toute son approche de la nutrition pour Ok. justement avoir un cas concret pour les abonnés de sportifs de haut niveau qu'ils n'ont pas forcément en suivi ou qui commencent potentiellement à travailler avec ce type d'athlète. Et souvent, ils ont aussi un peu des idées préconçues ou un peu à l'inverse de moi, ce que je peux avoir avec les sportifs de haut niveau. Je connais un peu moins entre guillemets, l'arrière du peloton. Ouais. Et justement, c'est un peu l'inverse. Et c'est aussi leur apporter des connaissances pour se former, en fait. Et donc, du coup, ça, on peut vous retrouver où? Ouais. Donc, le site internet qu'on a créé s'appelle NutriPerche Formation. Ok. Et donc, vous pourrez voir, il y a des contenus qui sont gratuits, des vidéos qui sont gratuites qu'on a laissées sur le site. Et puis, en fait, chaque mois, il y a du nouveau contenu. Ok, trop bien, parce que moi j'ai commencé à voir aussi sur Insta, Ouais. et il y a aussi des extraits et tout qui passent, et en fait il y a plein de trucs, enfin déjà ça m'a donné encore plein d'idées de sujets et tout, donc non, franchement je vous invite tous à aller suivre ça, c'est vraiment cool. Et donc s'il y a, par miracle, s'il y a des gens enfin je pense qu'il y aura des gens intéressés d'être suivis en nutrition, tu as peut-être encore quelques petites places, et en fonction des projets aussi j'imagine, Ouais. faut que ce soit des trucs qui te motivent quoi. C'est ça. Ouais. Maintenant, je m'insère plus dans des suivis un peu sur le long terme, sur plusieurs mois, pour préparer un bel objectif, par exemple. Donc voilà, c'est plus on va travailler sur plein d'aspects, des aspects santé, des aspects perf, assez large pour justement avoir une prise en charge la plus globale possible. Et personnellement, hein, c'est un truc, la nutrition, je pense que une bonne partie de l'augmentation des performances qu'on a, quels que soient les sports d'endurance, ces dernières années, elle est vraiment liée à ça, quoi. Sur marathon, on parle bien sûr de la chaussure, en trail de plus en plus aussi, mais je pense que la nutrition, c'est quand même un des éléments clés qui a fait qu'on explose les performances ces dernières années, quoi. À minima, ça limite la contre-performance. Ouais. Donc sur du très long, on peut se dire que ça, encore une fois, ça limite le moment où on va être fatigué, donc ça nous permet d'être à 100% de nos capacités jusqu'à l'arrivée, ou en tout cas le plus proche possible. Voilà. Donc c'est quand même un point hyper important. Merci beaucoup, Valentin, c'était hyper Merci cool. à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir, puis dans quelques mois pour parler du sport. Allez, à plus.